Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre podcast de l'analyse. Aujourd'hui, on va revenir sur le match qui opposait le Servette FC et le Shakhtar Donetsk pour le tour de barrage de Conference League qui s'est soldé par un partout. Donc toutes les chances restent pour le match retour. On va revenir sur ce match, bien sûr, sur la compo, sur nos hat-tricks personnels et sur les tops et les flops avant de parler du match retour et aussi de faire un petit débat sur le nouveau coach Jocelyn Gourvenec. Et pour ça, je ne suis pas tout seul parce que je suis très bien accompagné. Et cette fois-ci, c'est un petit featuring. Je suis accompagné par mes amis de Lucarne Grenat. À commencer par celui qui se trouve à ma gauche, à votre droite de votre écran, Thomas. Comment vas-tu, Thomas ? Ça va très très bien. La rivalité entre Lucarne Grenat et Servetien n'existe pas. Voilà, il faut le dire. on est amis. Non, mais très très content d'être ici. Merci à toi, Lucas, pour l'invitation. Ça fait plaisir de se retrouver dans ce beau studio qu'on a l'habitude de voir en vidéo. Et cette fois, on se retrouve dedans. Eh oui, ça fait bizarre. Hein. Et à ma droite et à votre gauche de votre écran, Timothée. Exactement, je suis également ravi d'être là. Merci pour l'invitation et je pense que ça va être un featuring plutôt sympa sur un match qui était aussi intéressant. Et ouais, pour une fois, pas une défaite. Ouais, c'est rare. Ça change. Ouais, vraiment. Bah, c'est vrai que mine de rien, c'est quoi il y a victoire contre Pilsen. Victoire Pilsen. Et les Dardania. Victoire Dardania. C'est la seule victoire. Ici, et c'est tout. Et puis, ouais. Et match nul contre Getse. Getse, ouais. C'est pas un début de saison. Incroyable. Petite question, hier, vous avez vu le match sous quelles conditions ? Chez vous, tranquille moi j'étais tranquille chez moi. Sur RTS Sport, quoi. Ouais, Quand on a découvert que ça allait être Lausanne. C'était 10 minutes sur RTS2, ensuite passer sur Lausanne, ensuite 10 minutes de nouveau sur RTS2 en début de deuxième mi-temps. Mais ouais, tranquille chez moi, avec ma sœur. Voilà. Pas fait le déplacement en Cracovie, hein, finalement. Non, pas trop. Si, rentré ce Rentré ce matin en jet privé. Faut dire que Lucarne Grenat a un jet privé. Évidemment. Deux. Un chacun. Non, mais ouais, de bonnes conditions pour regarder ce match, mais c'est toujours... je sais pas vous, mais moi je suis toujours plus stressé devant la télévision qu'au stade. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'ai l'impression d'être plus dedans au stade et du coup d'être plus pris par l'ambiance et tout ça et d'avoir aussi tellement de gens autour de moi qui sont dans la même situation de stress que moi, ça me calme aussi un petit peu. Ok, voilà. Intéressant. Moi je pense que j'ai le même stress partout. Ok, on va revenir sur la compo du match pour commencer. On va donner la compo du Shakhtar Donetsk. Attention, parce qu'il y aura un mélange de prononciation ukrainienne et brésilienne beaucoup. On avait au but Riznik, en défenseur droit, Vinicius Tobias, ancien joueur du Real Madrid. Au centre, on avait Bondar et Matvienko. À gauche, Pedrinho. En 6, on avait Gomez. Devant lui, on avait Pedrinho et Soudakov. À droite, Alisson Santana. À gauche, Neuwerton. Et devant, Kaouin Elias. C'est une sacrée équipe. Grosse équipe, hein. Non, mais surtout, moi, Neverton ou Neuwerton, je sais pas comment ça se prononce, Neuwerton. Neuwerton, je crois. Neuwerton. Ouais. Sacré joueur. Hein. Et alors, désolé pour lui, mais je suis content qu'il se soit blessé parce que il était assez monstrueux. Et quand tu vois à côté en numéro 10 Soudakov qui à lui seul vaut plus que tout l'effectif de Servette sur Transfermarkt, 32 millions je crois Soudakov, un truc comme ça. L'équipe est absolument monstrueuse hein, et puis on l'a bien vu techniquement, surtout techniquement, j'allais dire physiquement mais pas forcément physiquement, mais surtout techniquement c'est des années-lumière devant nous. Offensivement surtout, hein, on a trouvé une équipe peut-être derrière un peu moins sereine mais devant ça bombardait, hein, c'est pas Timo ce qu'on en pense. Je suis assez d'accord, ça allait vite, ça allait fort. Au début du match, j'ai l'impression que ça penchait surtout du côté de Stradanovic. Ouais. J'étais presque content que ça soit de ce côté-là parce qu'il a fait quand même à nouveau un gros match. Et il était vraiment attentif au niveau des duels, mais ça arrivait par vague. Et quand ça arrivait par vague, généralement, c'était souvent assez dangereux. Ouais. Je me dis que ça arrivait aussi beaucoup de son côté-là parce que je pense que Stradanovic est un latéral absolument incroyable. Mais de l'autre côté, il y avait deux latéraux. Il y avait Enzo et puis Mazikou. Ouais. Je pense que ça
pouvait quasiment pas passer. Enfin, en tout cas, c'est quasiment jamais passé. Mais comme tu dis, tant mieux que c'est arrivé sur ce côté-là. Mais ouais, Newerton, sacré joueur. Et puis du coup, il a été remplacé par, je sais plus son nom, Kevin en deuxième mi-temps, qui s'est blessé aussi. Et sacré joueur aussi, Kevin. Donc, mine de rien, c'est quand même 2 bonnes nouvelles. Hein. Les 2 blessures, parce que ça a l'air d'être des claquages pour les 2. Donc, je suis pas sûr qu'ils puissent faire le match retour. Alors, c'était une équipe avec des. En fait, j'ai regardé plus ou moins l'effectif. C'était des joueurs ukrainiens qui jouent en équipe nationale et des jeunes brésiliens qui ont un super potentiel, comme le fait souvent Shakhtar. Et puis, mais par contre, au match retour, il y aura le retour d'un milieu qui était suspendu parce qu'il avait pris rouge contre Pana. Ah, oui, et puis Arda Turan sera retour sur le banc. Ouais. Terrifiant, Arda Turan. Absolument terrifiant. Arda Turan au stade de Genève. Ouais, vraiment. Tu parlais de la compo, d'avoir 2 latéraux gauche côté Servette. On va parler de la compo de Servette. Servette qui a aligné un 4-4-2, 4-2-3-1, parce qu'Antunes était un peu plus en retrait, mais en tout cas 4-4-2 sur le plan, avec Mal au but, Baron, Braun en défenseurs centraux, Serdanovic à droite, Maziko à gauche, devant on avait Fomba-Konya, à gauche Enjo, à droite Stevanovic, d'ailleurs Google met un F à Stevanovic, c'est affreux ça, et en 10 Antunes et tout devant Varela. Vous êtes étonné de revoir cette compo, enfin surtout de voir Varela devant? Je sais pas si tu veux y aller, Timo. Moi, j'ai un avis. Moi, je n'étais pas spécialement étonné, étant donné que Maraz, il peut pas encore faire 90 minutes au complet. Et ce qu'on a vu pour l'instant de Guimeno, c'est pas très convaincant. Donc pour moi, ça m'a pas spécialement étonné, mais je trouve ça quand même un peu spécial de pas vraiment avoir en tant que tel vraiment un attaquant à la pointe. Et ouais, après Antunes, on savait qu'il allait jouer un petit peu en dessous et chercher les ballons un petit peu plus bas que vraiment un réel 4-4-2. Mais pour moi, c'était pas spécialement étonnant. Non, moi non plus. Et puis j'étais satisfait. Moi, je me suis dit avant le match, faut barricader. Il y a pas trop le choix. Et puis c'est un petit peu ce que je m'étais dit en voyant les mots de Gourvenec sur l'Instagram de Servette avant le match, où on voyait que Gourvenec voulait pas vraiment le dire, mais on sentait un petit peu entre les lignes qu'il y croyait un peu à moitié. Il disait, ils sont vraiment juste meilleurs que nous, et puis on va essayer de survivre. Vraiment, c'était vraiment un petit peu ça le mantra, survivre pour le match retour. À partir de là, quand il dit ça, tu sais qu'il va barricader, et tu peux pas faire une meilleure composition que ça pour barricader, avec double latéral gauche sur le côté gauche. À droite, Stevanovic, il défend vraiment très très bien aussi avec Serdanovic. Au centre, c'est immensément fermé avec Antunes et Varela quand même qui étaient bas, parce que même Varela, il n'était pas vraiment en pointe. Enfin, il venait aussi pas mal défendre et aider en défense. Donc non, moi j'étais pas choqué, je m'attendais à ça. Je m'attendais vraiment à un 4-4-2 avec une composition à peu près comme ça. Donc ouais. Bah ouais, on a senti cette envie de défendre. Mais parce que là, c'est peut-être le 3e match de Gourvenec au Servette. Et puis on a contre 2 gros adversaires, on voit un peu la même compo avec Varela devant et une volonté de défendre. Est-ce que vous pensez qu'en championnat, il va reconduire un 11 comme ça, ou il va plutôt changer, ou c'était vraiment question d'Europe de mettre ce 11-là? Moi, je pense que c'est une question de domination. Je pense qu'un Servette qui va être dominé, on va souvent voir ça, et notamment avec 2 gauchers à gauche et 2 droitiers à droite. On l'a vu à Dardagnac, quand Servette veut et va avoir le ballon, on risque d'avoir un gaucher à droite comme Diallo et Stevanovic à gauche, comme on a eu justement à Dardagnac. Et là, ce sera beaucoup plus offensif. Mais potentiellement que pour des matchs comme ça où Gourvenec s'attend à ce que Servette soit dominé, on risque de se retrouver avec un 4-4-2 où il expliquait justement dans sa fameuse émission dans le Club des 5, là où il parlait pendant 2h30, je me suis tapé ça sur la route en allant dans le sud, que le 4-4-2 c'était plus ou moins la meilleure composition pour pouvoir défendre bas et en bloc et puis laisser le moins d'espace possible à l'adversaire. Et c'est ce qu'il voulait faire, et puis il l'a fait parfaitement. Donc en vrai, moi tactiquement, là, j'ai pas grand chose à dire sur Gourvenec. Je mettrais en tout cas si je devais le noter, ce qu'on fait à Lucas Mandin, je lui mettrais une assez bonne note à Gourvenec. Ok, ouais, je vois. Je sais pas quel est votre avis par rapport à ça. Ouais, pour l'instant, je trouve que c'est un peu dur de juger Gourvenec, surtout que il y a pas mal d'absents. On pense à la charnière centrale, là, on compose avec une charnière centrale qui n'est pas censée être celle qui est titulaire, parce que Rouillet et Séverin, les 2 sont blessés. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles de temps de disponibilité des 2. Aucun, ouais. Et Doulin non plus. Ouais. Doulin, ça fait malheureusement. Mais il faudra soit continuer à composer avec cette charnière centrale, soit trouver peut-être un défenseur en plus.
C'est dur à dire. Ouais, moi je dirais que non, parce que t'en as déjà 4. Malgré ce match aller, il y a quand même 70-80% de chances qu'on ne fasse pas d'Europe. Enfin, je sais pas, moi je suis assez pessimiste quand même. Ok. Parce que malgré le fait qu'on ait fait un partout au Shakhtar, on fait un partout, on prend 26 tirs. Il y a 26 tirs à 2. C'était quand même sacrément compliqué. Et puis on a vu que le Shakhtar a mis du temps aussi à s'adapter. Et puis en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus fort. Donc voilà, moi je suis pas très très optimiste pour le match retour. Et du coup, à partir du moment où je me dis qu'on fait potentiellement que le championnat et la Coupe de Suisse, je vais pas chercher un autre défenseur central. Ok, ouais. Mais c'est compréhensible. Surtout, je pense en termes de probabilité, à mon avis, c'est assez faible quand même qu'on en ait 3 défenseurs centraux sur 4 qui se blessent. Et en tout cas, par rapport au match de hier, pour moi, Baron Brown, ça a donné satisfaction. Après, contre Utrecht, c'était un peu plus compliqué. Après, il faut prendre en compte le fait qu'il faut qu'il prenne des automatismes aussi. Bien sûr. Sachant que Baron, récemment, il a très peu joué en tant que défenseur central. Il a un peu dépanné un peu partout, sauf en défense centrale. Mais je pense avec le temps, et s'ils ont encore 2-3 matchs en plus, c'est des automatismes qui seront forcément utiles pour la suite de la saison. Donc pour moi, 4 défenseurs qui ont quand même un bon niveau au niveau des centraux, je pense qu'on est sur une bonne composition, surtout si on prend en compte le fait, la probabilité qui est assez faible pour aller en Europe aussi. Ouais, et puis tu parlais de Utrecht. Moi, je pense qu'il y a un bon point de comparaison quand même avec le match à Utrecht, enfin la double confrontation avec Utrecht. Malgré ce que je pensais avant le match, je pense qu'on a quand même plus de chances de passer contre une équipe comme le Shakhtar, contre une équipe comme le Shakhtar, que contre une équipe comme Utrecht qui a l'habitude de jouer ensemble, qui est beaucoup plus rodée. Là, on a quand même un petit peu 11 individualités qui doivent se montrer, notamment en Europe, pour être achetées dans des grands clubs. Donc, c'est peut-être un jeu qui peut plus fonctionner pour Servette. Du coup, ils auront des joueurs face à eux qui doivent se montrer absolument, qui vont devoir faire la différence tout seuls. Ils vont peut-être moins réussir que Utrecht, qui a un collectif incroyable, comme c'était le cas du Slavia notamment, on s'en rappelle. Bien sûr. Mais ça, on l'a vu, je trouve, sur certaines phases, notamment en défense avec le Shakhtar, sur des passes en retrait qui paraissent plus ou moins simples. Et finalement, ils se créent quasiment en autogol. Et des 2 fois, ça termine en corner, sachant qu'on a marqué sur corner. Donc ça rejoint ton point sur le fait que ça ressemble vraiment plus à 11 individualités mises ensemble qu'un collectif soudé et groupé. Ouais. Puis on ne sait pas ce que vaut aussi Arda Turan comme coach. Aussi, les jeunes, il n'y a pas beaucoup d'expérience. C'est sûr. Dernier cas, on a eu l'info juste avant le match. Florent Hayé qui a été non enregistré pour, je pense, la double confrontation du coup. Ah, c'était pas un prank ça? Non, malheureusement non. C'est le 3e échec administratif de la part de Servette en 3 saisons. Il me semble. Ouais, 3 saisons. C'est quoi le premier? C'était le mettre Toiti oui. faire rentrer contre Lucerne et en fait il était pas sur la feuille de match. Heureusement on avait déjà perdu le match, mais bon. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup et là on perd quand même un attaquant qui paraît assez quand même compétent. On n'a pas assez vu encore, mais sur ses entrées, sur son match aussi contre Dardania, il a montré des qualités. Là, on le perd pour sûrement la double confrontation. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que finalement le 11, il n'a pas été changé par rapport à ça? Est-ce qu'il ne partait pas titulaire dans ce 11? C'est une bonne question. Comme tu dis, on a peu vu, et du coup, c'est difficile de dire à quel point Hayé est un bon joueur quand tu n'as pas le ballon. Ouais. Et un bon joueur quand tu dois défendre. Est-ce qu'il fait beaucoup de courses pour revenir bas sur le terrain pour venir aider les coéquipiers? On ne sait pas. Donc c'est je vais pas me prononcer là-dessus parce que pour moi c'est impossible à dire, mais c'est possible que Gourvenec avait prévu de mettre Hayé. Dans tous les cas, je pense qu'au-delà de la question si ça avait été bien de le mettre sur le terrain, s'il aurait pu jouer, s'il avait pu jouer, c'est juste qu'est-ce qui se passe avec ce club-là? Non, mais comment c'est juste possible? Surtout que déjà on l'a pas validé pour le match contre Utrecht, ce qui était normal parce qu'il est arrivé en cours. Ouais. Du coup je comprends pas parce que ça ils étaient au courant. Et ils ont dit on n'a pas pu le valider dû au fait qu'il est arrivé entre la double confrontation. Donc, du coup, la première chose que tu fais, c'est de le valider. Dans tous les cas, il y aura un barrage soit en Europa League, soit en Conference League, donc tu valides et tu fais les démarches. Surtout que tu l'as fait pour Fomba, quoi. Fomba, il est arrivé, il n'a pas fait le Pilsen, mais après, il a fait Utrecht parce qu'ils l'ont validé. C'est très vrai. Mais au niveau des délais, à part les délais, je vois pas d'autres justifications possibles. Non, mais là, est-ce que j'ai compris ils n'étaient pas au courant qu'il n'était pas enregistré. C'est-à-dire qu'ils sont dit au dernier moment. Voilà, il a voyagé avec l'équipe. Et ça, je crois qu'ils avaient déjà prévu, par exemple, contre Utrecht, il avait déjà voyagé malgré le fait qu'il savait qu'il n'avait pas joué pour l'intégrer dans le groupe. Ouais, mais là, il savait pas. Non, là, il savait pas. Et je pense que c'est quelqu'un de l'UEFA qui a dit
Les gars, vous avez merdé. Votre Florian Hayé, là, est pas dans notre liste, là. Après ça, c'est terrifiant. Alors, ils ont fait Franchement, c'est mince, terrifiant. effectivement. On en discutait hier avec. Vous avez raison. Ah mince, non, oublié. Non, mais on en discutait hier On a avec pas des prévu de potes le faire et puis on se disait que on est content de ça. On ne peut que être content de ça en étant supporter de Servette. Sportivement, le club a évolué beaucoup trop vite. Vraiment beaucoup trop vite. Ça fait 5 ans qu'on est en Super League et on a fait 4 fois l'Europe. On a joué contre une phase de groupe. Je pense que sportivement, le club a évolué beaucoup trop vite par rapport au temps qu'il faut pour améliorer la structure du club, les infrastructures du club, l'administration. Après, c'est des erreurs de débutants, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'excuses. C'est justifiable quand même le fait qu'on grandisse vite. Ouais. Je vois pas comment ça peut justifier ça. Tu prends une autre dimension, tu t'en ça justifie. Pour moi, ça justifie pas les erreurs administratives. Hein. Je suis pas en train de il y a sûrement. Mais ça justifie, par exemple, la catastrophe de ce que sont les infrastructures du club. En 5 ans, tu peux pas améliorer les infrastructures comme te retrouver dans un club comme Bâle, comme IB, comme Zurich, qui en plus dans leur ville, c'est plus facile qu'à Genève de construire des centres d'entraînement, etc. Moi, je suis indulgent sur les infrastructures du club. Après, non, sur ce genre de trucs, je le suis pas. Mais c'est juste que je pense que ça explique un petit peu quand même que voilà, le club est pas aussi professionnel que l'équipe l'est, selon moi. C'est ça. Oui. Bah ouais, c'est ça. Il y a un gap et puis ces questions administratives, c'est beaucoup de. Il a manqué un relais en fait. Il y a eu l'info qui a dû dire OK, il faut le qualifier. C'est passé. Il y a un moment, il y a un chaînon manquant. Il y a un mec qui l'a pas fait ou qui a pas vu le mail comme le fameux mail. Le mail de SFL et puis voilà, il a pas validé. Et puis peut-être que celui-là qui devait valider, il a pas eu l'info. Peut-être qu'il était en vacances. Peut-être qu'il était en vacances en mois d'août, voilà, mais en fait, comme tu dis, il y a un gap entre l'équipe qui est professionnelle, la com qui est assez professionnelle aussi, et puis le reste de l'administration. De Servette, quoi. Non, surtout, ce qui est fou, c'est que ça arrive à plusieurs reprises, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis ça arrive une fois, t'apprends, une deuxième fois, je veux bien. Après 3 fois, ça commence à faire beaucoup. Surtout après l'histoire des mails. C'est ça. T'engages quelqu'un au moins. Ouais, c'est ça. Limite, un gars, il fait que ça. Et on sait qu'on a plus ce problème et tu mets ça dans son cahier des charges. Il est soit au courant des délais pour enregistrer les jours. Le truc, c'est que la première erreur administrative de Toiti, c'en est une. Ensuite, le truc du mail oublié, c'est un autre problème. Donc voilà, c'est 2 trucs différents. Là, le problème, c'est que c'est exactement la même chose que le deuxième. Parce que c'est juste la même chose. C'est pas un mail envoyé ou oublié, c'est une liste de contingents. Donc dans les faits, c'est la même chose. Juste qu'une fois, c'est pour la Super League. Et puis une fois, c'est pour la compétition européenne. Mais en soi, c'est exactement la même chose. C'est remplir une liste avec ton contingent, c'est tout. Donc je sais pas, enfin bref. Moi, je pense que dès qu'ils font le transfert, ils doivent tout valider. Oui, ils doivent tout anticiper. Faites votre travail, en fait. S'il vous plaît. Ben ouais, c'est clair. Bon, je pense qu'on a assez parlé de ce cas-là. On va parler du match. Et je vais vous demander un peu vos 3 points, vos hat-tricks de ce match. Les 3 trucs à retenir. Important. Qui veut commencer? On peut en faire un par un pour réfléchir. Ouais, vous pouvez faire un par un. Alors vas-y. Maintenant, je trouve c'était circonstanciel évidemment au match, mais le bloc bas, j'ai trouvé quand même assez efficace. Et je pense que c'est le bon point pour le match retour. Je pense qu'on a eu entre guillemets un peu de chance sur le fait qu'on a ouvert le score assez tôt. Mais après, ça a permis de voir comment on a pu défendre sur l'ensemble du match. Et je trouve que globalement, il y a quand même très peu d'espace qui ont été laissés, à part 2-3 errances. Mais je pense au niveau des statistiques, déjà rien qu'en regardant les statistiques, ça prouve selon moi qu'on a quand même été bon défensivement. Ouais, c'est vrai, c'est ce qui a manqué peut-être en ce début de saison, c'est la défense. Et puis je pense que c'est un point que veut travailler Gourvenec, en tout cas dans son arrivée. Et peut-être pas le résoudre immédiatement parce que ça prend un peu plus de temps, mais déjà de construire un bloc bas, ça aide à, même si tu subis des occasions, de pas encaisser derrière. Surtout si on compare à Pilsen, où on était devant 1-0 déjà à la maison. Je pense que si on avait eu un bloc bas de la sorte avec ce coussin de 2 buts quand même, ça m'étonnerait que l'issue aurait été la même. Arrête de remuer le couteau. Je remue pas le couteau, je pose une potentielle éventualité. Vous avez remarqué que Servette marque assez vite à chaque match de l'Europe. Ouais. Dans les 10 premières minutes, 15 premières minutes, on marque le premier but assez souvent. Et suite à ce but, généralement, là on se recroqueville et on défend. Ça m'amène à un point auquel moi je pense, qui est lié un petit peu à ça, mais se recroqueviller c'est positif, ce qui est négatif, et on le voit depuis le début de la saison, et là pour le moment c'est pas corrigé, la panique quand on prend un but.
Ah oui. Ça ne- Oui. Pour le moment, ça n'a pas changé. Quand on prend un but, et on avait eu ça beaucoup avec Geiger, on s'en rappelle, à chaque fois qu'on marquait, plus ou moins dans les 5 minutes après, on s'en prenait dans l'idée. Mais là, du coup, c'était dans l'autre sens. C'était quand on marquait. Ouais, que- là, c'est quand on encaisse. Ouais. C'est terrifiant ce qui se passe. On a l'impression que les gars, ils sont complètement perdus, ils sont terrorisés et puis ils paniquent. Et on l'a vu quand même, hein, Ouais, de nouveau, ouais, parce on que l'a vu, jusqu'à l'égalisation, le Shakhtar avait le ballon, se montrait relativement dangereux, mais pas tant que ça. Par contre, à partir de l'égalisation jusqu'à la fin, Ah, c'est pas nickel. on aurait dû en prendre encore un ou deux. Hein. Ouais. Non, mais ouais. j'ai remarqué la même chose. C'est vraiment, on prend, en fait, on a ces 10 minutes de panique. Pilsen, pareil. Mhm. On prend, on s'en reprend un deuxième, et après, ça vient le troisième plus loin. Utrecht, en 10 Pareil. minutes, c'est plié. Exact. Et j'ai l'impression, on se prend le premier but. En fait, c'est le premier but. Peu importe comment il est marqué, contre son camp, erreur défensive, coup franc, Ouais. je sais pas. IB, pareil. On panique. IB Ouais. là-bas, pareil. Saint-Gall, pareil. Saint-Gall, on panique. Et en fait, il y a un... c'est pas... Il y a un déficit mental dans cette équipe que Clairement. les saisons passées, au contraire, on le félicitait. Une équipe qui était pourtant techniquement pas au niveau des autres équipes européennes. Mhm. Quand on affrontait la Roma, qu'on affrontait Genk par exemple, mais qui mentalement tenait le match. Mhm. Et là, on a l'impression que c'est le contraire. On a la technique pour briller dans ces matchs, mais mentalement, on se sabote tout seul. Ce qui fait un peu peur. Enfin, peur. Du coup, tant mieux, on va dire maintenant, mais ça donne une impression de qu'est-ce que a fait Thomas Eberli en termes ouais, à quel point là les joueurs ils sont perdus. Je sais pas, il a fragilisé l'équipe, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, j'étais pas un immense détracteur de Eberli, pas autant que beaucoup de supporters. Mais c'est vrai que mentalement, par contre, la différence avec Weiler, elle était assez impressionnante. Hein. Bon, tu passes d'un Weiler super autoritaire aussi sur le terrain, qui exige beaucoup de trucs, à un Eberli un peu plus tranquille, un peu plus souple. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on perd beaucoup de cadres. On perd Crivelli, on perd Kuteza cette saison. On en Donc, perd deux, quoi. Ouais, c'est quand même... Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est 30% des buts de Servette sur ces... Ouais, mais cette dernière année, psychologiquement, je sais pas à quel point Kuteza et Crivelli étaient des tauliers non plus dans le leadership de l'équipe. J'ai pas tant l'impression que ça. Leader technique, peut-être. Leader technique, oui. Est-ce que le leader technique a autant une influence sur le mental de l'équipe ? Je sais pas. Alors, je pense que la question elle est difficile à répondre. Et Je sais puis- pas, on peut et pas puis- inviter un expert social. Et puis, il y a aussi Rouillet, qui est quand même un gros leader, Ça, qui oui. est plus là. T'as Frick, qui est censé être le capitaine de l'équipe, qui est relégué sur le banc et qui, je pense que cette situation de gardien ne l'arrange pas non plus en termes mental. Ouais. Donc, en fait, tu perds deux leaders techniques, tes deux capitaines, Et mine de rien, Séverin et Doulin aussi. Quand et même. Séverin, Doulin, qui sont quand même... Enfin, Doulin, peut-être pas termes de mental, mais leadership. en termes Mais, de technique. ouais. Et c'est vrai, en termes de leader Ouais. sur la voie, Ouais. je pense que tu perds beaucoup de cadres là. Ouais, ouais. Tu arrives dans des confrontations où ton leader, c'est Konya Ouais. et Steva. C'est Bah, pas les leaders les plus. Non, les plus vocaux, Ouais, voilà. et qui vont porter leur voix s'il y a besoin de le faire. C'est vrai que quand on fait le bilan comme ça, la perte est quand même assez grande, mais je trouve que c'est quand même difficilement explicable. Parce que vraiment, quand on jouait l'Europe, la saison où on jouait l'Europa League, on était hyper fort mentalement. Mhm. Et là, on est passé vraiment à l'opposé. Mhm. Et à une équipe qui panique dès qu'elle prend un but. Ouais, il n'y a pas d'explication. Hein. Après, pour revenir quand même à ce que tu disais, je pense que si on regarde par rapport à la saison dernière, en fait, on n'a jamais eu ça depuis le retour en Super League. Autant un 11 qui change d'une saison à l'autre. Ouais. Parce que là, mine de rien, il y a tellement de nouveaux joueurs. Alors, le mercato, il a été top. Moi, je trouve que c'est le meilleur mercato qu'on a eu depuis le retour en Super League. Je suis d'accord aussi. Mais il y a tellement de nouveaux joueurs qu'il faut quand même du temps pour créer des automatismes, pour créer aussi de l'ambiance de groupe, de l'ambiance d'équipe. Et puis Gourvenet qui va devoir mettre du ciment, tout ça. Et c'est pas si simple que ça. Et il y a des jeunes aussi. Ouais, Et il y a j'allais beaucoup de dire, jeunes. Varela, nouveau- Ouattara. Très vrai. C'est des. T'as des Varela, des Stradanovic. Ils étaient certes déjà dans l'effectif, mais ils avaient quasiment pas de minutes. Tu compares leurs minutes en fin de saison, enfin toute la saison passée par rapport aux minutes qu'ils font maintenant, c'est énorme. Sardanovic n'avait pas été titulaire à un seul match jusqu'à cette saison. Et puis là, vrai. maintenant, Ouais, c'est il quoi est titulaire C'est indiscutable. Daniel Alves le match. Non
Ah, c'est ça. Ouais, c'est dur à expliquer cette question mentale, mais c'est vrai qu'on la souligne assez souvent. Moi, j'avais un exemple aussi, c'est que j'ai l'impression que Konya, quand il y a des matchs, là, Utrecht, Pilsen, Shakhtar, j'ai pas trop vu, mais il s'énerve assez vite. Ouais. Envers lui-même, envers peut-être les autres aussi, mais envers l'arbitre aussi beaucoup. Ouais. Et pour un leader qui perd ses nerfs, bah, c'est forcément le reste de l'équipe qui va aussi perdre ses nerfs. Est-ce que c'est pas dû au fait que maintenant il est capitaine aussi sur le terrain et il est directement plus en confrontation avec les arbitres aussi parce que c'est lui qui doit se justifier? Eh bien, j'ai un point par rapport à ça. Les fameux 3 points. Allez. Selon moi, Konya ne doit pas être capitaine. Oh. Ouais. C'est violent, c'est violent. En termes de leader technique, aucune discussion. Pour moi, Konya, ça a toujours été notre meilleur joueur. Stevanovic est monstrueux, hein, certes. Oui. Mais Konya, il est moins visible. Mais pour moi, en fait, on voit la différence quand Konya n'est pas là. On voit un tout petit peu moins la différence quand Stevanovic n'est pas là. Mais Konya, pour moi, il n'a pas les épaules d'être capitaine. Il est trop sanguin, il est trop vénère, il n'est pas assez calme. Et oui, quand tu es capitaine, tu as besoin d'avoir un mec qui va dire les choses, mais qui sait calmer son équipe et qui ne va pas les entraîner dans ce côté un petit peu sanguin. Et pour moi, un baron, il serait beaucoup plus posé, calme. Même si, voilà, il est beaucoup moins pas un leader technique. Donc là, tu mettrais qui, par exemple, avec la composition d'hier? Bah, c'est ça qui est compliqué. Ah bah c'est là, ça qui est compliqué. S'il manque tellement de joueurs comme ça, tu forcément dois donner à Konya parce que tu vas pas donner à une recrue. Fomba, tu vas pas lui donner. Braun, il vient d'arriver cette saison, même s'il était là il y a 2 saisons, tu vas pas lui donner le brassard. Sardanovic, très jeune. Mazikou, je le vois pas parler avec l'arbitre en fait. Mazikou. C'est pour ça que je dis Baron. C'est pour ça que je dis Baron. Si c'est pas Konya, pour moi le deuxième c'est Baron. Ouais, à la limite, mal peut-être, mais pas sur le terrain. Conflit. Après, le truc, c'est non, mais s'il y a le 11, c'est rouillé. Il y a pas, pour moi, c'est rouillé. Il n'y a pas de discussion. Mais c'est vrai. Et en tant que deuxième, je mettrais Séverin. Ouais. Mais c'est vrai que là, il nous manque les deux. Il nous manque les deux. Ouais. C'est dur à dire qui tu mettrais. Capitaine dans une équipe comme ça, bah, forcément ça tombe sur Konya. Ça tombe sur Konya. Mais moi je maintiens Baron. Tu peux le donner à Steva, mais je vois pas Steva aller parler avec l'arbitre. Il est trop discret, il est trop timide. Ouais. Je vais pas haranguer son équipe. Allez, on se bouge. Bon. Qu'est-ce qu'on a comme autre point? Un dernier point. Ouais. Oh, je sais. Mais Lamine Fomba. Ouais, monstrueux. Franchement. Après, tu prends les tops déjà là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, quelque chose que j'avais noté, spécialement en première mi-temps, c'était la réaction à la perte. Je trouvais qu'on était très bon dès qu'on perdait le ballon. Généralement, si on le perdait dans le milieu du terrain, il y avait souvent 1 ou 2 joueurs qui allaient sur le porteur du ballon du côté du Shakhtar. Quand on, à part de les situations où ils construisaient depuis derrière, je trouvais qu'on était assez bon dès qu'on perdait le ballon à ce niveau-là. Ouais, mais je trouve qu'on est... Et à l'inverse, on était beaucoup moins bon quand on le récupérait. Oui, en transition. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce que Gourvenec a voulu faire. Garder, être très très défensif et partir en contre. Oui. On a eu tellement d'opportunités de bien partir en contre et on a fait n'importe quoi. Et par exemple, il y avait une erreur de Konya que j'ai trouvé assez peu habituelle où il reçoit le ballon de la part de Mal et il essaye une passe sur Mazikou qui est interceptée et vraiment elle est dans la zone 1. Oui. Hyper dangereuse. Oui. Et je trouvais ça un peu bizarre justement. Et Konya, généralement, il fait très peu d'erreurs de ce genre-là. Oui. Et à part ça, je trouvais que ça restait quand même un match assez intéressant de Konya. Ouais. À part cette erreur qui faisait un peu tâche sur la prestation totale. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on avait le ballon, on était beaucoup moins bon. Bah en fait, on sentait un petit peu cette pression de se dire ok, là il y a une occasion, il y a moyen de faire quelque chose et puis on paniquait. Et je pense que le truc qui est symptomatique de ça, c'est ça. Et puis là, quand on voit les reflets filmés, au bout d'un moment, je sais plus qui part sur le côté gauche et ça fait la même chose. Genre, il part et il oublie le ballon. Enzo. Le ballon, il se retrouve 2 mètres derrière. Ouais. Je pense que c'est au niveau de la physionomie du match. Tu te dis, on n'aura pas beaucoup d'occasions. Peut-être les joueurs ils se mettent une pression. Ok, il faut vraiment que je fasse bien. Et tu perds le ballon tout seul. Si c'était blessé, j'aurais été imagine. Moi j'ai cru qu'il se faisait les ligaments. En fait, j'avais pas vu qu'il s'était fait marcher dessus. Il s'est marché dessus. Peut-être il tape le genou contre le sol. J'ai rapidement peur aussi. Ces 2 actions étaient assez symptomatiques du fait qu'on se dit ok, on doit faire vraiment bien dès qu'on récupère. Est-ce qu'au final, un partout, c'est un très bon point pris, parce que c'est pas un point. Très généreux. C'est le score parfait qu'il fallait faire au match aller. Parfait, on aurait gagné. Parfait, on aurait gardé sur des circonstances, je pense que c'est parfait. Oui. Ouais, c'est complètement. Moi, je suis honnête, c'est pas logique comme score.
Non. On aurait dû perdre pas beaucoup de buts, mais on aurait dû perdre un but, un ou deux buts. On est bien payé, et puis il faut mettre ça au crédit de la mentalité des joueurs qui sont allés le chercher, ce point, vraiment. Enfin, pas ce point, du coup, comme tu dis. C'est le résultat. Ce match nul, ouais. C'est le résultat, ils sont allés le chercher, et puis Gourvenec avec, donc non, on peut les féliciter, franchement. Top. Je pense que ça représente bien aussi la mentalité qui a été mise en place avant le match. On savait qu'on n'allait pas les dominer, etc. Je pense que les joueurs ont bien adhéré au discours de Gourvenec. Et par rapport à ça, je trouve l'alignement entre ce qu'on pouvait faire et ce qu'on a fait a été très bon et la performance aurait difficilement pu être meilleure. Ouais, je suis d'accord. Petit point à rajouter ou on peut passer à nos top et flop individuels? Je réfléchis, voir si on a oublié un truc. Non. Pas spécial. Alors on peut passer au top et au flop. Ouais. Puis il faut continuer ce chemin, jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Passe pour Jérémy Guimeno. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Il faut toujours regarder en haut. J'avais oublié. Alors, si tu nous écoutes. Alain Gaillard, toujours gros big up pour cette phrase légendaire. Top et flop, on va parler d'abord, je pense, des flops de ce match, les performances qui nous ont moins plu. Qui veut commencer avec son petit flop? Je pense qu'on a les trois le même, donc celui qui le dit met les autres dans la merde. Donc, commence-toi alors. Non, trop facile. Moi, je préfère me mettre en difficulté. Alors, Timo? Non, après, je vais passer pour celui qui a... Moi, je commence pas, j'anime. Saligo. Allez, Thomas. Non, c'est moi. Alors, j'en mets un autre. Alexis Antunes. Ok. Alexis Antunes, remplacé à la mi-temps pour cause de blessure. Mais pas que, je pense. Parce que Antunes, il est frustrant, Antunes. Franchement, Antunes, il est frustrant parce qu'on sait à quel point il est fort. On sait à quel point il est au-dessus. On l'a vu pendant cette fameuse période 23-24, là, entre, novembre et puis mars, où c'était absolument hallucinant. Et c'était le meilleur joueur de la Ligue, simplement. Et on l'a plus revu, cet Antunes-là. Et là, on a un Antunes en perte de confiance, en perte de vitesse, et on le voit dans cette contre-attaque et cette chute qui se fait tout seul. La conduite de balle, c'est une conduite de balle de junior, je suis désolé. Il y a vraiment une occasion, on est à 3 contre 3 ou même à 3 contre 2, et je trouve que c'est très symptomatique du Alexis Antunes qu'on a depuis quelques semaines, mois, où c'est pas spécifiquement sur ce match-là, mais je trouve que ce match-là est un petit peu symptomatique de ça. Déjà, on ne peut pas vraiment compter sur lui parce qu'un match sur 3, il est blessé. Et puis, quand il revient, du coup, en fait, c'est pas forcément qu'il est en manque de confiance, mais il est en manque de rythme aussi. Ouais. Simplement, parce qu'il est très souvent blessé. Et du coup, quand même, moi, j'étais satisfait qu'il sorte à la mi-temps. J'aurais préféré avoir Morandi que Diallo dans un match comme ça. Mais ouais, Alexis Antunes, j'ai pas envie de dire pour l'ensemble de son œuvre parce que c'est beaucoup trop violent. mais un petit peu pour son début de saison qui est un peu frustrant comme la fin de saison dernière, même comme l'ensemble de la saison dernière. Quoi. Ouais. Je trouve ce qui est également frustrant aussi, c'est le fait que justement on sait à quel point il peut être fort et à quel point il peut apporter à l'équipe quand il est en bonne forme. Et quand tu le vois comme ça, t'as l'impression limite c'est pas le même joueur. Non, t'as des matchs, des contrôles limite qui sont basiques ou alors des prises de balles en changement de direction, truc qui fait 90% du temps hyper bien. Là, il est capable de te le faire ou de le rater, faire une mauvaise première touche. Et je pense ça représente en vrai l'équipe au global, quoi, le début de saison d'équipe au complet. Pour poursuivre là-dessus, ça me fait penser en fait à la 10e minute de jeu, si je dis pas de bêtises, contre-attaque pour Servette. On part sur le côté avec Stevanovic. La déviation d'Antunes, il la met bien pour Stevanovic. On part de nouveau à 3 contre 3. Et la passe finit en touche. Et je trouve que ça représente assez bien Alexis Antunes qui est pas précis depuis quelques mois. Et puis ça se voit, quoi, malheureusement. Ouais. Moi, je trouve qu'il a besoin de passer un cap. C'est qu'au début, c'était un jeune, voilà, qui arrive, il devait prouver. Il a prouvé, il est allé sur le terrain. Il a confirmé aussi, c'est sa deuxième phase où il a confirmé en tant que joueur titulaire à Servette. Mais il a plus de potentiel qu'un joueur lambda de Servette qui peut être dans le 11 par moment. Il a besoin de prouver et de passer ce gap qu'il est vraiment le joueur décisif de Servette. Un peu à la Emery, qui l'a fait dans sa dernière saison. Là, tu as l'impression qu'il a toutes les cartes en main et il fait rien avec. Et il reste sur ses acquis, en fait. Et de rien, il a déjà 25 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est ça. Ça commence à tourner aussi, de ce côté-là.
Il est décisif, mais c'est pas le joueur. Si tu me disais, voilà, le joueur de Servette, bah, c'est Cognas, c'est Steva, mais tu vas pas me citer Antunes ni dans les 5 premiers, ni dans les. Voilà. Et c'est plus un petit jeune. C'est vraiment plus du tout un petit jeune. Et il doit confirmer. Maintenant, il a de la concurrence aussi. Il a Morandi derrière. Ouais. Bah, ils ont le même âge, ou Morandi à 99. Morandi à 99, je crois. Il a peut-être qu'une année de plus, tu sais. Ouais. Donc, mine de rien. Et puis, quand tu vois, je sais pas, un gars comme Enjo, alors c'est pas du tout le même poste, mais Enjo, il a 2 ans de moins. Et on l'a vu comment il joue, on le considère même pas vraiment comme un jeune. T'as vraiment l'impression qu'il a déjà de l'expérience et tout ça. Et en fait, Antunes, il donne toujours un petit peu cette impression d'être un petit peu junior. Oui. Alors qu'il a 25 ans. Il y a un an d'écart entre Morandi et Antunes, alors que moi, dans ma tête, Morandi, je le voyais un petit peu plus vieux. Antunes, on l'a vu, il est venu tout jeune, donc on a toujours cette image, c'est le jeune. Mais ça l'est plus vraiment. C'est vrai que sa fenêtre de tir pour lui aussi, personnellement, arrive entre guillemets plus ou moins à bout s'il n'arrive pas vraiment à confirmer être décisif. Mais ouais, c'est vrai que je pense le mettre dans les flops, ça peut paraître légitime. Pour le match de hier, en tout cas, ouais. À toi, Timo. Bon, bah, je pense qu'on l'a un peu guidé. Et je pense que la transition est plus ou moins faite. Mais du coup, ce remplaçant qui est rentré en début de deuxième mi-temps et qui est ressorti à la 83e, du coup, Jalot. Ouais. Juste, je l'ai pas vu, quoi. Enfin, la seule fois où je l'ai vu, c'était sur une perte de balle. Certes, il recevait un ballon un peu compliqué. Mais à part ça, vraiment, il a été invisible. Ça m'a un petit peu surpris parce que tu sors un joueur qui a plus de jus que les autres. Mais après, au niveau de la performance qu'il a fait sur même pas sa deuxième mi-temps, c'est pas étonnant. Et puis, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter, quoi. On l'a juste pas vu. Ouais, et malgré tout, il coûte le but. Avec pas que lui, hein. Oui. Mais il faudra m'expliquer pourquoi un joueur de 1m66 défend sur un gars d'1m80, 1m85. Alors, il n'y a peut-être pas le choix. Peut-être qu'on avait beaucoup de petits joueurs à ce moment-là sur le terrain. Mais voilà, le ballon, il arrive sur lui au deuxième poteau. Je pense qu'ils ne sont pas complètement bêtes en face. Ils ont vu quand même que Jalot, du coup, défendait sur un gars beaucoup plus grand que lui. Et puis, du coup, le ballon, il arrive sur lui, quoi. Après, celui-là qui met le but, c'est pas le plus grand du Shakhtar non plus. Celui qui met le but, mais celui qui fait la remise. C'est celui qui fait la remise. Même pas il la touche, ça se trouve, elle rentre. Parce qu'en plus, celui-là qui est au marquage de celui qui met le but, je crois que c'est Soudakov qui. Non. Il est tout seul, celui qui reprend la remise, sauf erreur. Le duel avec Jalot quand il remet, et après. Je crois que c'est Fomba qui est dessus, si je me trompe pas. Mais Fomba, 2 mètres, c'est un joueur d'1m60 aussi. Il y avait peut-être un échange à faire à ce moment-là. La question, c'est quelle taille fait le gars je crois qu'il faisait. En tout cas, ils avaient dit à la télé qu'il était très petit. Mais c'est Marlon Gomez qui fait la remise. C'est qui marque? C'est Bondar, voilà, pardon. Ouais. Bondar. C'est Bondar qui marque? Ouais, parce qu'il fait la. Bondar, il est assez grand, ce fait. Mais celui qui fait la remise, Marlon Gomez, ah ouais, non. Il fait un 76, celui qui fait la remise. Ouais, justement, mais il est avec. Il fait quand même 10 cm de plus que Jalot. Il est pas grand, mais il a quand même 10 cm de plus que Jalot au final. Je suis assez d'accord sur Jalot, pour reprendre ce que vous avez dit les deux. Pour savoir l'anecdote, moi je regardais le match dans le tram et j'avais genre 5% de batterie, 3%, et j'étais là et en fait mon téléphone s'éteint au moment où il y a le changement et je vois juste le panneau, il lève comme ça 30 et je fais 30, c'est qui le 30? Parce que mon téléphone s'éteint, je peux plus checker l'info. Je fais mais le 30 c'est pas Jalot? Je fais mais non, Jalot il est rentré, il peut pas être ressorti alors qu'il vient de rentrer. Et je rentre chez moi, du coup je mets mon téléphone à charger et je fais ah oui, c'est Jalot qui est sorti. Le PTSD de Touati, je sais plus contre qui c'était, il était rentré 5 minutes, il avait été ressorti par Weiler. Ouais, il a quasiment fait toute la deuxième mi-temps en vrai. Mais là ça va. Mais ouais, j'étais aussi assez choqué. Après c'est vrai, on l'a pas vu dans ce match. Après on n'a pas vu on a vu personne. C'est ça. Tous ceux qui sont rentrés, je crois qu'il y en a pas. Il y a Magnin qui est rentré, je trouvais. Il n'y a pas eu beaucoup de ballons à jouer, mais à chaque fois quand il rentre dans l'envie, c'est toujours bon. Et le fait qu'il joue un cran au-dessus, ça lui donnait un peu moins de responsabilité défensive et ça lui permettait de mettre un bon pressing aussi. Je pense limite dans les entrants. Il y a Mraz qui fait une belle remise, mais il ne touche pas trop beaucoup de ballons. Donc, les remplaçants ont très peu d'action pour se mettre en valeur aussi. Ouais, c'est clair. Dernier flop, je le donne moi. Moi, je mettrais quand même. C'est dur à dire parce qu'il y en a. Ouais, j'allais dire Mal, mais c'est pas le cas parce qu'il fait un super match, Mal. Mais en fait, vraiment, ce but, pour moi, c'est lui qui doit sortir dessus. Et même s'il en sauve 5 derrière et qu'il fait des superbes arrêts et qu'on tient ce match nul grâce à lui, notamment,
En fait, cette erreur-là, pour moi, c'est une erreur qu'il a déjà fait dans les matchs précédents, où il relâche des ballons. Ouais, justement. Il sort pas. Ouais. Et si vous voyez l'action d'après de Shakhtar, où il est censé la mettre au fond parce qu'il est tout seul face au but, là encore, c'est Mal qui sort mal. Ouais. Mal qui sort Mal mal. qui sort mal, vraiment. Mais voilà, c'est peut-être un point à travailler sur ses sorties à Mal. C'est peut-être un des défauts qu'il a, c'est les sorties sur corner. Aérienne, ouais. Aérienne, je ouais. dirais. Parce que quand il faut sortir pour boucher l'angle, il a été très bon. Et Ouais. je l'avais noté, c'était en première mi-temps, je me rappelle plus quand exactement, mais c'était assez tôt. Et vraiment, il y a eu un décalage qui est hyper bien fait du côté du Shakhtar. Après, c'est un 1 contre 1. Et vraiment, dès qu'il voit la passe qui part, il va pour boucher l'angle. Et je crois que c'était Marlon Gomez de l'autre côté. Ouais. Il avait même pas une seconde pour réagir et vraiment Mal était à 2 mètres. Et je crois qu'il y avait encore Baron qui était là pour couvrir derrière. Mais c'est étonnant parce que je suis pas d'accord avec vous sur les sorties aériennes. Ah ouais? Ouais, parce que je suis d'accord sur ce match, évidemment, où là c'est catastrophique. Mais moi, justement, en fait, Mal avait beaucoup tendance à me rassurer par rapport à Frick sur les sorties aériennes, notamment sur corner. Où enfin, on avait quelqu'un qui sortait. Il sort très souvent, mais là sur ce match, ça allait pas. Même sur corner, ça allait pas. Et j'ai l'impression qu'il a perdu. Vraiment, c'est ce qui s'est passé avec cette concurrence. Perte de confiance. Ouais. Perte de confiance. Moi, Mal, vraiment, j'avais quasiment jamais peur sur corner parce que il sortait. Alors que Frick ne sortait jamais. Quand il sortait, il sortait aux fraises. Mais j'aurais quand même mis Mal en flop. S'il fallait sortir un flop, parce que sinon j'aurais pas mis. Vraiment, c'est pas vraiment un flop. Parce qu'on en a déjà sorti 2 aussi. Ouais, c'est ça. Parce que là, je trouve que là, il y a vraiment un défaut qui est criard chez lui sur ce début de saison, c'est les ballons relâchés sur les frappes. Ouais. La quantité de ballons qui relance au point juste devant lui et très souvent sur l'attaquant adverse ou juste devant lui dans une zone dangereuse, qui fait que si l'attaquant est plus prompt à sauter sur le ballon que le défenseur, ça fait but, quoi. Pour moi, c'est vraiment lié avec cette concurrence qui a été créée en tout début de saison là. Enfin, il y avait déjà la concurrence, mais cette concurrence nocive où on savait pas qui était le numéro 1 et du coup, il y avait vraiment cette impression que les deux étaient mal à l'aise, les deux faisaient des erreurs. Et puis, en fait, Mal, depuis maintenant qu'il a récupéré le poste de numéro 1, il reprend petit à petit confiance. Il fait un très bon match. Il fait un meilleur match qu'il a fait contre Utrecht. Il fait un meilleur match qu'il a fait aussi contre... Ah non, c'est Utrecht le dernier. Ouais. Mais déjà, il fait des meilleurs matchs, il s'améliore, il gagne en confiance, il regagne en confiance. Mais ça va durer un petit moment. Ça c'est parce que voilà, il a commencé la saison pas dans des bonnes conditions. Il faut qu'il reprenne confiance, il faut qu'il réussisse ses sorties. Et en fait, un gardien qui hésite, c'est un gardien qui se rate. Et qui fait peur à sa défense aussi. Ouais. Et le but, pour moi, c'est vraiment ça. Vraiment, il hésite. Il est rempli entre les deux. C'est soit, je pense, s'il sort dès le départ, il peut l'avoir à la retombée. Et il se dit, j'y vais. Merde, c'est trop tard. Je recule. Et du coup, il est même plus sur sa ligne pour prendre après. C'est vraiment. S'il n'hésite pas, s'il est en confiance, il n'hésite pas. Ou alors, il reste sur sa ligne. S'il est vraiment pas en confiance, mine de rien, il aurait servi à rien. plus je vois ça, plus je suis indulgent quand même. Parce que c'est vraiment le premier ballon, il est impossible à aller chercher, il est beaucoup trop haut. Pour moi, le premier, il est impossible. Mais là, il y a aussi je pense, celui qui a blâmé sur ce but, c'est pas lui, parce que tu regardes là, en revoyant les ralentis, t'as Stevanovic. Regarde la hauteur du ballon. Les deux à côté. Le ballon, il est à 4 mètres de haut au moment où il est. Ouais, mais à la retombée, il doit être là. Mais à la retombée, mais t'as vu à la distance à laquelle du but c'est loin. Tu vois, si tu imagines vraiment, c'est pas dans ces 5 mètres. À la retombée. La retombée, il est pas dans les 5. Ouais, la retombée là. Ah là, tu dis. Ouais, là, il doit y être. Ah là. Là, il doit y être avec les points. Alors, après, il peut gêner. Mais en fait, il hésite. C'est le problème, c'est que là, il part, il dit non, et là, c'est trop tard. Mais il hésite pas. C'est juste, il s'est fait lever, quoi. C'est pas qu'il hésite, là. C'est pas une question d'hésitation. C'est une certitude qu'il n'hésite pas. S'il n'hésite pas, il saute. Mais c'est trop haut. Il peut pas l'avoir. Non, il peut pas l'avoir au-dessus de lui, mais à la retombée. C'est ça que je dis. Moi, après, je pense que c'est parti de base au fait sur le premier ballon, il était loin. Et il a potentiellement mal évalué la trajectoire. Moi, et il se dit je sors et là je peux pas sortir. C'est là là il se dit peut-être. Là il est encore bien placé. Hein. Pour moi il est trop proche de son poteau parce que s'il analyse, jamais le gars il peut la mettre au premier poteau avec la hauteur à laquelle du ballon arrive. Et du coup, après il y a quand même deux Servetien qui sont à côté de. S'il fait pas ce saut, soit il retarde le saut plus tard et il la prend, soit il se place sur sa ligne comme tu disais, et puis là il a plus de chances de l'arrêter. Je suis pas convaincu, mais je comprends. Après, le marquage n'est pas du tout pas bon parce que là. Pourquoi il essaye même lever les bras? Tu te dis à ce moment-là, ça sert à rien, quoi. C'est soit tu recules complètement
Ou alors vraiment, t'essayes vraiment de sauter. Bah, je pense que. Parce qu'il saute pas en soi. Moi, mon avis là-dessus, c'est qu'il a juste capté qu'il y arrivera pas. Ouais, il était foutu. En fait, il est foutu. Moi, c'est juste à ce moment-là, au moment où il y a la remise de la tête, pour moi, il a juste capté qu'il l'aurait pas. Ouais. Et du coup, il essaye et puis il se rend compte qu'il va pas y arriver. Et puis, puis le réflexe de juste abandonner. Tu sais. Je sais pas, hein, mais. Je pense que c'est pas de toute façon celui qui a le plus bâmé sur l'égalisation. Non, non. Mais je comprends. Après, voilà, il y a des. Peut-être que ça se trouve, s'il est en confiance, c'est ça. soit il y va complètement. Et il se fait pas le B ou alors mais il regagne petit à petit de la confiance. Là, il fait des super parades où ça se voit qu'il a quand même repris de la confiance. J'avais noté à la 25e quand il est sorti pour brocher l'angle. Là, c'est majestueux. Mais là, la défense elle est catastrophique là-dessus. Ouais, la défense elle est catastrophique parce que le décalage, franchement, tu le vois. Tu le vois. Des kilomètres, c'est Serdanovic qui redescend pas là pour le coup pour le blâmer un petit peu sur une action. C'était en première mi-temps. Ouais, quand il y a le face à face là. C'est à la 17, non, c'est 25e. Non, je crois pas, c'est 10. J'avais noté 25. Mais mec, on peut remonter, je crois. Cette action-là. Ah ouais, ok. Ouais, là, c'est Serdanovic qui est en retard. Après, tu vois, dès qu'il sort l'angle. Ouais, il est fort. Il est fort. En face à face. Regarde, dès qu'il voit que là-bas, avant que la balle elle arrive sur Arlon, il bouge. Non, en face à face, il n'y a rien à dire. C'est un super gardien. Des fois, j'ai même pas peur quand l'attaquant se présente face à lui parce que tu dis, mais c'est bon. Très souvent, ça touche ses longs membres. Contre Guetze, quand il y a un but qui était. Non, ça n'avait pas été annulé, mais il y avait eu un hors-jeu et directement il est sorti pour couvrir l'angle. Il était en dehors de ses 16 mètres. Pour les sorties, il est très bon. Et il sort tellement vite que j'ai l'impression que les attaquants ils pensent même pas à genre mettre un piqué ou le B. Parce qu'ils le voient pas, je pense. Et il sort tellement. Puis il est grand. Tu penses pas à le B, un gardien comme ça. Ok, on a fini avec les flops. On va passer au top. Est-ce que qui veut commencer? T'avais commencé du coup, Timo. Ouais, je peux commencer. Il y en a un qui est quand même plus facile que les autres, donc je vais pas le citer aussi. Mais je pense Sradanovic quand même, le match est quand même monstrueux. Incroyable. C'est lui qui provoque le corner. Il y a aussi une attitude que j'ai beaucoup aimée, qu'on voit un peu moins dans le foot, mais c'est un peu genre cette attitude trash talk provocateur. J'aime beaucoup. Et tu le vois, et c'est pas le seul match où il fait ça. Et à chaque fois, il harangue la foule à chaque fois. Et tu le vois, il y va en souriant. Et genre vraiment, il va front contre front, il dépasse jamais la ligne. Mais il gagne son duel là. Genre, c'est tout ce que tu peux faire. T'as pas mis à me donner. Il essaie de faire perdre les nerfs à l'adversaire, quoi. Alors que le gars, il a 19 ans. C'est incroyable. C'est ça qui est. Tu te dis, ok, ce mec, il a 19 ans et il a plus de maturité que. Sa première saison en tant que titulaire aussi. Enfin, il a même pas commencé en tant que titulaire. Il l'a pris. Et lui, je pense justement, mentalement, c'est un des seuls qui est vraiment fort mentalement. Il a pas commencé titulaire. Il a eu sa chance. Et là, il est en train de la saisir. Et puis après, il y a très peu à dire. Après, t'as 2-3 moments. Ou peut-être avec un peu plus d'expérience de roublardise, peut-être au lieu de juste la mettre en touche, il peut la contrôler, orienter. À part ça, sur les duels, que ce soit offensivement ou défensivement, ça a été monstrueux. Et c'est lui, à l'image de la saison, et c'est un des seuls pour lequel on peut souligner un point positif. Et ça continue à la continuité de la saison derrière. Je me réjouis de voir, alors c'est débile, mais l'évolution de son prix sur Transfermarkt. Parce qu'il est à 100 000 pour le moment. Et je me réjouis de voir. Quand tu vois que Varela, il est à 2 millions. Donc je me dis que allez, on le met à 14. Au final, j'ai envie de dire, genre le départ de Tsunemoto, c'est presque un mal pour un bien. Parce que le Tsunemoto qu'on avait sur la fin, tu le disais souvent, mais c'était le cousin de Tsunemoto, c'était pas lui. Quoi. Et là, tu fais l'échange vraiment 1 pour 1. Tu me donnes Tsunemoto au Sradanovic, je pense Sradanovic. Je pense aujourd'hui, Après, Tsunemoto, ça me saule, mais là, son début de saison à Bâle, il est bon. Et si tu prends la fin chez nous, c'est ça. Après, peut-être il était pas dans les le truc, il avait envie de partir. Depuis que Weiler il est parti, Weiler l'a fait venir, donc lui il voulait suivre Weiler de base. Mais je suis assez d'accord. Serdanovic, c'est dingue cette maturité qu'il a. Et après ils le disent depuis tout petit, il est comme ça. Et puis même c'est lui qui avait brillé à l'Euro moins de 17, je crois, avec la Suisse. Et puis voilà, c'est vraiment un super joueur. Moi je disais au début de saison, faut lui donner sa chance. Les gens ils disaient non, il faut recruter un arrière droit. Je disais mais non, misons sur les deux jeunes qu'on a. Je pensais pas que Magnin allait faire une saison catastrophique, enfin début de saison catastrophique comme ça. Et je pensais pas que Serdanovic allait avoir du temps de jeu aussi vite. Mais là, au final, je pense qu'on n'a même pas besoin de recruter à droite. Non. On garde Serdanovic et Magnin se fait une très bonne doublure à Serdanovic. Parce que je vais quand même dire un truc sur Magnin. Mine de rien, on est complètement biaisé par l'élimination qui nous coûte contre Pilsen. Parce que à part ce match contre Pilsen, il est correct. Franchement, il est pas cata.
Il s'est Je pense que vraiment mentalement, ça lui a fait voilà, vraiment du mentalement, mal ça lui a aussi. fait du mal. Surtout que la hiérarchie, elle a été complètement inversée. Ouais, c'est Ouais. ça. Maintenant, Il c'est perd sa place de Stradanovic en titulaire, etc. Moi, je trouve que on est un petit peu dur avec Magnin par le fait que c'est quand même à cause de lui et Séverin qu'on perd contre Pilsen. Pilsen, Là, ouais. c'est lui qui fait la dernière entre guillemets Oui. grosse faute, donc c'est ça Oui. qu'on retient. Et Ouais. T'es presque à oublier. Ouais. Il devait le déjà deuxième sortir joueur. 20 minutes avant dans Là, ce c'est de la match. faute de Berly aussi. Oui. clairement. Et bon, c'est clair. Sardanovic, top. Thomas. Deuxième. Lamine Fomba. Lamine Fomba, ouais. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose à dire. On a, alors, je vais rendre à Migou Dresser ce qui appartient à Migou Dresser. Je suis des fois dur avec Migou sur notamment les notes qu'il donne sur les recrues des Servétiens. Mais là, pour le coup, il avait dit sur les réseaux que Lamine Fomba, c'était peut-être une pépite qu'on avait recruté, une pépite complètement invisible du championnat français qu'on avait recruté par rapport aux stats qu'il voyait, etc. Parce qu'il est beaucoup dans la data. Ok. Et bah là, pour le coup, on peut lui donner raison. Hein, parce que Fomba, alors. Et pourtant, à Saint-Etienne, il n'était pas apprécié. Mais c'est une folie. Mais après. Je comprends pas. Moi, je pense que de nouveau, il y a à mettre dans le contexte, dans le sens où c'est quand tu as une équipe qui est reléguée, prenez l'équipe de Servette de 2013-2014. Est-ce qu'on est capable de sortir un joueur où on se disait il est pas nul? Non, quand tu as une équipe qui est reléguée, tu as l'impression que toute l'équipe est nulle. À part un ou deux mecs qui sortent du lot, tu as l'impression qu'ils sont tous nuls et qu'ils doivent aller ailleurs. Alors après, voilà, ce qui était dit sur Fomba était particulièrement abusé. Mais je pense que quand tu es supporter, déjà, tu n'es pas très lucide, tu n'es pas très objectif, tu parles avec le cœur, avec les émotions, tu viens d'avoir ton équipe de cœur qui est reléguée. Tu n'es pas très positif. Je pense que c'était un peu abusé tout ce qui était dit sur Fomba. Ouais, un gars qui a joué à Auxerre, qui a joué à Saint-Etienne, ça reste forcément un bon joueur de foot pour le championnat suisse. Forcément. Il y a une question de contexte Bah oui, aussi. c'est ça. Des fois, Voilà, tu es il est dans mis une en équipe, ça marche confiance pas, aussi. tu n'es pas en confiance, tu joues moins bien. Tu arrives dans une équipe où tu as plus de confiance, tu marques et tout, bah, Tu forcément, joues t'es meilleur. l'Europe aussi, on te donne les cartes, et Ouais. il a su les saisir, quoi. Je suis Le crédit à lui d'accord. aussi. C'est marrant parce qu'avec avec la taille, avec le physique, il me fait penser un petit peu à ce qu'on aurait voulu voir de Sambale Lediba et qu'on n'a jamais eu. Un petit peu de ça avec les grandes jambes fines et tout, mais lui en fait il est un peu nonchalant. Voilà, parce qu'il est Comme hyper Lediba, bon, mais ouais. techniquement il est incroyable. Techniquement, Par il est rapport bon. à sa taille. Des Il fois, va- tu te dis, les grandes jambes, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tellement. Techniquement, c'est tout le temps hyper bon. C'est abusé. La quantité de La ballons qu'il perd, sérénité elle aussi, est ouais. proche du zéro. Hein. C'est incroyable quand il a le ballon. Et surtout c'est la difficile de le sérénité, prendre. je trouve, Ouais. qu'il dégage. Des fois, quand il reçoit des ballons justement en retrait directement du gardien, il prend l'information à chaque fois avant. Et il peut savoir que ça va venir des deux côtés, il va directement remettre. Ok, Ouais. ça vient juste à gauche, bah, j'écarte sur le côté droit. Et je trouve la lucidité Ouais. là est souvent très bonne. Et ça, on en On l'a jamais vu parlera faire quand d'erreur on de va ce parler de niveau-là. Gourvenec. Mais Ouais. Gourvenec qui a amené ce truc où il y a un troisième joueur qui vient apporter du soutien pour construire avec les deux centraux. Soit Konya, soit Fomba, soit un latéral. Là, en l'occurrence, c'est beaucoup Fomba qui fait ce travail. Il est incroyable dans ce rôle. Il est incroyable. Et du coup, ça nous donne tellement de possibilités de mieux construire. C'était un gros truc qui allait pas quand même ces dernières saisons. On avait Séverin, Rouillet qui sont pas les mecs les plus... Voilà. Et il y avait personne. Personne ne faisait d'appel devant. Il y avait Ondoua des fois, mais Ondoua, ces dernières années, c'est compliqué. Donc là, franchement, on a trouvé quelque chose. On a trouvé un joueur qui vraiment, en plus, règle des gros problèmes qu'on avait. Donc, Ah, c'est clair. gigaflop. Gigatop. Le lapsus. Bipolaire. Ça, on va le noter. Gigaflop. Le gars, il dit que des trucs positifs. Oh, il est nul, en fait. Je suis d'accord avec les mecs de Saint-Etienne finalement. Ah, c'est gigatop. Ouais, gigatop. Bon, moi, encore une fois, j'ai le choix le plus dur parce que prenez tout. Non, je mettrais bravo pour le coaching de Gourvenec. Alors, c'est comme ça, on pourra aussi enchaîner sur le coach. Mais pour moi, ce match nul est aussi une des grandes forces de Gourvenec parce qu'il a su quand même installer un bloc, pallier les problèmes qui existaient déjà à Servette en ce début de saison pour nous livrer un match, certes, pas le football le plus attrayant qui nous dit qu'il va infuser dans l'équipe. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est de ces matchs-là, les gagner ou de se qualifier. Donc, il a des objectifs à remplir. Et ce premier match, il est cohérent dans ses objectifs. Et donc, pour moi, c'est un match réussi de sa part. Le premier match contre Utrecht, il peut rien faire parce qu'il arrive 3 jours avant, il essaye d'installer quelque chose. Bon, après, on perd que 2-1 contre Utrecht, qui était un super Utrecht aussi. Et puis là, avec un peu plus de cartes en main là, pour ce match-ci, il nous livre une bonne prestation.
Utrecht d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, qui a gagné 5-0 son match aller de barrage d'Europa League à l'extérieur. Oh, waouh. Ah ouais. Il me semble, ouais. Je Ouais. vérifie ça, mais je crois. Bah, ils ont aussi repris Sébastien Haller. Oui. Pas mal, C'est pas mal. Pas mal. Pas mal le recrutement. Mais je suis assez surpris, enfin pas surpris parce que je m'attendais quand même ça de sa part, comme un coach d'expérience. Je suis assez agréablement surpris du fait que ça C'est suive derrière. Complètement badé, mais ils ont gagné 2-0. Ah ok, Ah, c'est À l'extérieur. quand même déjà mieux c'est que- déjà pas mal. On a déjà fait mieux. Au moins ça. Mais oui, non, clairement d'accord avec toi. Et moi, je pense que je suis. Enfin, on va en parler du coup, vu qu'on va parler de Gourvenac particulièrement, mais je suis satisfait et assez impressionné par l'analyse qu'il fait avant les matchs. Et ça, on n'a pas beaucoup eu. On a eu pas mal de coachs qui adaptaient pendant le match. Et généralement, les débuts de match étaient absolument catastrophiques. À part voilà, le match contre Pilsen, hein, on marque les 2 fois très très tôt, etc. Mais je veux dire, je trouve que tactiquement, il avait expliqué ce qui allait se passer et il s'est passé exactement ça. Il avait dit qu'on n'allait pas avoir de ballon, qu'on allait fermer le jeu, être en bloc bas, ne pas leur laisser d'espace. C'est exactement ce qui s'est passé. Et on a rarement eu des coachs qui déjà n'avaient pas la langue de bois et qui disaient oui, on va essayer de faire quelque chose, on verra ce qu'on va pouvoir proposer. Ouais, c'est chiant. Non, là, on a vraiment un gars qui dit il va se passer Il y a ça, des choses, il va se ouais. passer ça. Sans dévoiler sa tactique. Mais Ce qui me plaît aussi, c'est que, voilà, comme tu dis, il y a aussi pas cette barrière de la langue. Oui. Avec Eberly qui disait toujours les mêmes phrases un peu bateau. Weiler avait un meilleur niveau de français, mais voilà, Langue de bois. il était langue de bois parce qu'il voulait pas trop dire sa tactique. Et puis là, tu as un coach qui est transparent sur ses idées, et c'est toujours ce qu'il a dit. En plus, c'est qu'il allait toujours agir avec transparence Oui. et dire ses choses, dire ses projets de jeu. Et puis voilà, que ça nous plaise ou non, il nous a dit qu'on allait jouer un match défensif et qu'on n'allait pas avoir le ballon. C'est le cas, ça a marché, et puis voilà, il a été transparent. Si ça n'avait pas marché, au moins il a suivi ce qu'il a dit. Et je pense circonstanciellement, tu peux pas t'attendre à faire mieux. Ouais. Et c'est la meilleure chose à faire. Et ce serait hypocrite de dire bon, on va essayer de faire le jeu, on va essayer de se créer le plus d'occasions possible. Non, il avait dit le but, c'était justement de toujours avoir les cartes en main pour le match retour à la maison. Et c'est ce qui s'est passé. Et le plan a été parfaitement exécuté. ouais, et pour puis moi. il avait dit un truc du style on n'aura pas le ballon, mais il y aura des trucs à faire. Oui. Et, il y a eu des trucs à faire, hein. Il y a eu des contres, voilà. Non, dommage. c'est sympa. C'est aussi intelligent de sa part parce que tu avais un coach avant, Eberly, qui voulait peut-être jouer, faire le match, faire un peu du spectacle, parce que c'est ce qu'attend aussi Servette. Mais le spectacle, il est- Mais t'arrives, tu fais 25 super premières minutes. Après, si le match se termine à la 25e, tout le monde est content. Elle est tellement lunaire. Si moi, j'avais pas commencé à être content aussi parce qu'on a gagné 1-0 là. Mais tu vois, t'as super Servette 25 minutes, sauf qu'après, ok, t'as l'envie, t'as tout ça, mais tactiquement, si ton équipe elle tient pas sur 90 minutes, au moment ça va s'effondrer. Oui. Et je suis presque un peu déçu de pas avoir eu Gourvenac dès le début de saison, Oui. parce qu'on aurait on est peut-être tous passé déçus. au moins un tour. Parce que là, voilà, on a perdu 2 tours à vouloir essayer quand même Eberly, alors que on savait, sans le savoir, qu'il n'avait pas de fond de jeu. Parce que là, on le remarque avec Gourvenac, on le remarque aussi avec la saison de Weiler. Eberly, vous me dites la saison passée, son style de jeu, je sais toujours pas ce que c'était son style de jeu. Je crois qu'il y avait 11 joueurs sur le terrain. Pour moi, c'était une Des fois, il y en reconduction. avait 10. Pour moi, pendant les premiers mois, c'était une reconduction de ce qu'avait fait Weiler, ce qui marchait bien. Et puis sur la fin, il y avait plus de. C'était je mets le 11, le 11 que des meilleurs joueurs et on fait avec. Ouais. Parce que, ok, il a fait des choix forts en mettant des fois Koteza sur le banc, en mettant. En faisant varier son 11, en mettant les meilleurs à l'entraînement, en mettant Benyangba, Ndoye, tout ça. Mais au final, niveau jeu, tactiquement, on jouait face à des grandes équipes, des équipes plus fortes, on n'arrivait pas. Ah non, mais même contre les plus faibles. Hein. On compte Bâle. Est-ce qu'il y a eu Bâle qui était champion? Est-ce qu'il y a eu un moment où on a pu rivaliser avec eux la saison dernière? Oui, en vrai, oui. Mars. En mars, on était au même niveau, on était devant eux, on les avait battus. Ouais, on les avait battus, mais un match. C'est la fin de la saison. À Parc Saint-Jacques. 6-0 et 5. Dès qu'il y avait un enjeu. Ah, ça, à part ça, le 6-0, il y avait eu à Braga, ils avaient eu une intoxication alimentaire. Hein, toute l'équipe. Avait eu une intoxication. C'est ce que le club avait. Enfin, moi, j'avais entendu de ce que des gens disaient dans le club. Donc après, voilà, il y a peut-être des circonstances après pour le match. Là-bas, il y a 5-1, donc il n'y avait pas d'intoxication, il me semble. Mais il y avait Kassim Adams. Il y avait Kassim Adams. Une intoxication à lui seul. Mais...
C'est vrai qu'on a voulu les C'est attaques. un poison dans l'équipe. Voilà. Après, peut-être je suis un peu dur sur Eberle. Moi, Non. je trouve que. Je pense que c'est agréable de voir la différence maintenant entre les deux. Ouais. Et se dire, bah là, on est. C'est un peu méchant de le dire, mais je pense que c'est plus ou moins véridique. Assurément entre de meilleures mains. Putain, Et ouais, déjà, ouais. la transparence est appréciée. Et comme tu as dit, la barrière de la langue, je pense que ça aide beaucoup. À mon avis, Eberle, il avait quand même plus de choses à dire. Et s'il aurait été dans un club alémanique, il aurait peut-être assurément plus dit. Mais je trouve que c'est vraiment apprécié de voir le changement. Puis un Après, CV différent aussi. Après, c'est un peu un problème de luxe. On se dit, comment ça aurait été s'il avait été là dès le départ. On peut déjà se dire, bon, au moins là, c'est déjà bien. Et voir ce que ça peut faire par la suite. Et puis, tout reste encore ouvert pour le match retour. C'est ça. Mais vous le sentez déjà une patte Gourvenec dans le jeu? Ou vous pensez que c'est encore en construction? C'est assez compliqué à dire parce que les deux matchs qu'on a eu, après le match de coupe, on était largement favoris, on savait ce qui allait se passer, mais on n'a pas encore eu de match vraiment en championnat où on peut se dire ok, là on va pouvoir voir la patte qui va instiller, etc. Contre Getse, il n'était pas encore là. J'ai envie de voir quand même 2-3 matchs de championnat où on est sur le papier censé être l'équipe qui fait le jeu, voir comment on joue, autre que dans un contexte de coupe. En tout cas, quand on n'est pas censé faire le jeu, force est de constater que c'est pas le plus charmant, mais au niveau des circonstances, c'est le mieux qu'il y a à faire. Et par rapport au fait qu'il arrive à faire ça déjà bien, je pense que ça peut que être de bon augure sur les matchs où vraiment on va devoir faire le jeu. C'était un peu le même truc avec Weiler il y a 2 saisons. Des fois on disait non, bon, c'est pas le football le plus attrayant, mais bon, si on se qualifie, ça va. Et c'est ce qu'il avait fait en tout début de saison, quand on s'est qualifié face à Genk, quand ensuite on a joué les Rangers, quand après, bon, non, c'est les 2 matchs qu'on a fait en Europe. En première saison de Weiler. Genk Rangers, et après on a joué l'Europa. Mais c'était pas le football le plus séduisant. On jouait en 4-4-2 avec Rivelli, Pedia, que des longs ballons. En championnat, ça marchait pas parce qu'on a fait une série de défaites. Mais il nous a qualifiés pour l'Europe avec un jeu peu alléchant, mais qui marchait. Bah, moi, je pense que pour le jeu de Gourvenec, il y a un truc que je remarque, comme j'en ai déjà parlé avant, et je pense que je me réjouis d'avoir des analyses tactiques, notamment de Valentin Schnork, qui est quand même toujours assez précis sur le sujet et qui connaît très très bien son sujet. Moi, j'ai l'impression que Servette, sous Gourvenec, attaque quand il a le ballon, c'est bizarre, mais en 3-4-3. Avec, là, du coup, hier, avec la composition, Bronn, Baron, Fomba au milieu. C'est les 3 qui construisent. Comme ça fait que les latéraux, ils peuvent monter plus haut. Stevanovic et l'ailier gauche se retrouvent un petit peu plus au centre. Après, ils peuvent dédoubler avec les 2 latéraux qui montent. Tu auras un milieu offensif. Là, en l'occurrence, c'était Antunes. Et puis Varela qui était en pointe. Donc, tu te fais un 3-4-3 avec, du coup, là, c'était Enjo, Antunes, Stevanovic et puis Varela en pointe. 3-4-3 en attaque, 4-4-2 en défense. Et juste, déjà ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avec Eberle, parce qu'on savait juste pas où étaient les joueurs, plus ou moins. C'était un 4-2-3-1, 4-2-3-1. Ouais, c'était 4-2-3-1, 4-2-3-1. Et puis, il n'y avait pas trop il y avait des variations. quelques petites variations, mais pas beaucoup de choses modulables. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai en tout cas repéré avec juste ce 3e joueur qui vient construire et qui permet aux latéraux de monter beaucoup plus. Et c'est comme ça aussi que par contre il faut que les latéraux reviennent défendre. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Serdanovic qui était 4 mètres derrière le gars qui s'est retrouvé tout seul à la 25e minute quand on voit là. Donc voilà, moi c'est ça que je vois de Gourvenec. Et j'ai un avis très tranché sur Gourvenec. Positif. Okay. Je pense, et je suis très positif moi comme personne, je pense que c'est potentiellement juste le meilleur entraîneur de Super League. En tout cas en termes de CV, c'est juste le meilleur. En termes de CV, ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est difficile de dire pour le moment en termes de qualité ce que ça va donner, mais juste déjà le travail qu'il a fait à Guingamp est absolument monstrueux. Le travail qu'il a fait à Bordeaux était monstrueux avant que ça se termine mal, mais il les prend, ils sont 13e de Ligue 1, il les amène 2 fois 6e. Et puis ensuite, après, il arrive dans des contextes terrifiants. Voilà, le contexte de Lille, il est terrifiant. Enfin, il se retrouve dans une équipe qui est championne de France, mais quasiment tous les meilleurs joueurs sont partis. Et il se retrouve à faire de la Ligue des Champions, où il a fait quand même 8e de finale de Ligue des Champions. Il avait tout mis là-dessus, et du coup, il se retrouve en championnat, c'est la catastrophe. Franchement, moi, je trouve que les gens, c'est les Genevois, et puis même juste les supporters de football de manière générale, ont été très très durs. Quand on a annoncé Gourvenec, c'est pas l'entraîneur qu'il nous faut. Non, ses expériences à Nantes ont été catastrophiques. Non mais Nantes, Valdemar Kita, je suis désolé, mais tu te retrouves dans un contexte pareil, tu peux pas réussir. Ouais, et le deuxième passage à Guingamp était raté. Et puis surtout que pour moi les autres concurrents, c'était bon.
Il y avait Gaël Clichy pour moi qui n'a aucune expérience à part d'avoir entraîné les espoirs en France, ou même pas, il était coach ou assistant. Assistant, mais il n'était même pas coach assistant, il Voilà. était dans le staff. Donc pour moi, il lui manque JO, ça, encore, oui. Ouais, ça oui. il lui manque encore ce pas à faire, et c'est pas avec Servette qui va le faire. Ça fait un gros pas quand même, Ouais. je pense. T'as aucune expérience en tant qu'entraîneur principal d'une équipe professionnelle, t'arrives directement, surtout dans ce contexte-là. Et où puis, la pression sera et puis grande. tu avais Vicky qui était bien sollicité. Ok, il a fait des choses incroyables aussi à Young Boys, mais c'est vrai qu'il a fait qu'un club vraiment où il s'est imposé, parce qu'avec Bâle, je crois qu'il se fait virer assez vite. Non, ça va, je crois qu'il fait 1 saison et demie, 2 saisons quand même. C'est au début de la saison d'après qu'il se fait virer Ouais. très très vite, après 2 matchs. 2 matchs, ouais. Je crois que 2 c'est matchs, ça. Il se fait virer au 2e match. Mais bon, il avait déjà. Ça. Mais c'est que dans le contexte suisse, tu vois. Mais oui. Alors que là, on a un coach qui a une expérience étrangère et qui a une grosse expérience étrangère. Avoir entraîné Nantes, avoir entraîné Bordeaux, avoir entraîné Lille, pour moi, c'est une meilleure expérience que d'avoir entraîné Young Boys et Bâle. J'ai juste un avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Lille, champion de France, serait allé chercher Raphaël Vicky? Non. Voilà. Je pense qu'un club français champion en titre, quand il va chercher un entraîneur, c'est pas un guignol. C'est pas possible. Oui. Et c'est sûr qu'ils vont chercher un entraîneur quand même qui a la cote, qui est un bon entraîneur, qui a fait ses preuves, etc. Ils vont pas chercher Giorgio Contini avec tout le respect que j'ai pour Giorgio. C'est un beau coach, Contini. Donc, oui, certes. Il va pas finir dans une équipe championne de France. Mais il va pas Voilà. finir dans une équipe championne Voilà. de France, effectivement. Après, Gourvenec est français, évidemment, ça aide aussi. mais voilà, moi, c'est mon avis, il est tranché, et puis j'aime bien penser ça, parce que c'est sympa aussi de se dire qu'on a potentiellement le meilleur entraîneur à Servette de la Ligue. Et ça peut ne pas fonctionner. Je suis aussi lucide sur le fait que ça pourrait ne pas fonctionner, c'est pas impossible. Hein. Et même sur le CV, dans les dernières années, c'est un des meilleurs coachs. Peut-être Weiler aussi a une expérience à l'étranger, mais pas dans les top championnats. C'est Belgique, c'est Égypte, c'est Japon. Allemagne quand même avec Nuremberg, où il les monte en première division, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je crois qu'il les prend en deuxième, il les monte en première, si je dis pas de bêtises. Ok. Mais peut-être je me trompe. Mais voilà, il fait un super taf avec ses équipes. Mais je pense que sur le CV, même si Gourvenec c'est que la France, c'est du niveau voire au-dessus de Weiler. Oui, je pense. Et moi, j'ai aussi, pour un truc Après, particulier. il les ramène, par exemple, Guingamp national en Ligue 1, ça c'est fou. En 3 ans. En 3 ans. Il les monte en Ligue 2. En Ligue 2, il termine genre 4e la première saison ou 5e la première saison. Et la saison d'après, il termine directement 2e derrière le Monaco de Ribolovlev là, qui avait fait un mercato de fou furieux pour monter en Ligue 1. Donc, et après, il va gagner la Coupe de France. Et puis, je sais pas, il y a aussi ce côté de Gourvenec qui fait exploser les jeunes. Et puis ça, pour Servette, on parle d'un mec qui a quand même lancé Tchouaméni, qui a remis Koundé en latéral droit alors qu'il était central, qui a lancé Lenny Yoro, qui a lancé aussi Blas à Guingamp. Enfin, juste aussi pour la qualité des joueurs qu'il a eu sous ses ordres. De nouveau, avec tout le respect, Vicky et Contini n'ont pas eu ce genre de joueur. Non, ça, c'est sûr. Et Renato Sanchez, ce genre de joueur du champion d'Europe, bon, voilà quoi. Bref, je me suis enflammé, mais. Non, mais c'est. Je pars à la guerre avec Joss. C'est le débat, on parle de Gourvenec. En tout cas, pour l'instant, moi, je vois pas, par exemple, de points négatifs qu'on pourrait lui donner au niveau des 3 matchs qu'il a fait. Si on veut en souligner un, même en étant pointilleux, je vois pas ce qu'on pourrait dire. Même le carton jaune à Utrecht, moi, ça m'a fait des choses. Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Je sais pas si toi, t'as quelque chose. Pour moi, c'est trop tôt pour juger un coach de soulever ses points négatifs, surtout qu'il prend une équipe. Déjà, il a pas son staff. Donc, c'est le même staff en soi qui était déjà là. Il peut pas imposer ses idées aussi vite. Donc, il lui faut du temps. Et voilà, on n'a pas vu assez de matchs. Pour moi, on peut pas le juger encore. Donc, voilà. C'est validé. Mais pour l'instant, en termes de ce qu'il a proposé hier, en tout cas, qui est peut-être le premier match signifiant qu'on peut analyser, parce que Utrecht, on peut pas, et Dardania, tout le monde aurait gagné. Hein. Même nous, même nous on aurait gagné. Même nous, en tant que coach, on le gagne ce match. Hein. Non, mais sur le terrain. Ah, ok. Ouais, peut-être. Mais ouais, voilà. Donc, le premier match significatif, il sort avec un match nul contre Shakhtar. Je pense qu'on relève pas non plus du score qu'on fait contre une équipe qui est un top club européen, qui est le Shakhtar. Il y en a qui disent que c'est pas le meilleur Shakhtar qu'on a vu des dernières années, mais c'est quand même Shakhtar. Et je crois que je suis pas d'accord avec ça.
De quoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens justement sur les réseaux qui ont dit ouais, c'est plus le Shakhtar d'il y a 10 ans. Ouais, bah, c'est un Shakhtar qui a 2 ans a battu juste le Real en phase de groupe, le Real qui allait gagner la Ligue des Champions à la fin. Ouais, pour moi ça reste c'est un super club, le Shakhtar. En fait, tous les jeunes qu'ils ont brésiliens, c'est des gars qui ont des potentiels à. Modric qui est encore là-bas. Bah oui, mais c'est quoi des internationaux quasiment, hein, des internationaux ukrainiens, pas brésiliens certes. Et si tu regardes leur campagne en Europe, là, ils mettent une tollée à Beşiktaş, aller-retour en Europa. Contre le Pana, bon, c'est le Pana, hein, c'est quand même une grosse équipe. Ils partent que au tir au but. Et ils méritaient de gagner en plus sur la confrontation. Mais le Shakhtar, en fait, moi je pense qu'on a aussi cette fausse impression que depuis la guerre, c'est plus le même club, mais c'est complètement faux. Ils jouaient déjà pas chez eux. Mais déjà, ils jouaient déjà ça. Et puis à partir du moment où, sur ces 4 dernières années, ils ont fait 3 fois la Ligue des Champions. Ils ont genre battu Leipzig 4-1 chez eux, ce genre de résultat. Ils ont fait 1-1 chez eux. C'est le meilleur club ukrainien de ces dernières années parce qu'ils gagnent tout le temps le championnat. Puis le Dynamo Kiev aussi qui gagne quelques championnats. Mais le Shakhtar, pour moi, ça reste encore un top club. Et je pense que ça reste peut-être dans le top 4 des plus gros clubs que Servette a affronté ces dernières années en Europe. Et pas 4e. Et peut-être Roma, pas 4e. Mais Roma, Chelsea, Slavia. peut-être Slavia. En fait, en termes de prestige, c'est au-dessus de Slavia. Oui, en termes de prestige. Après, ça se tape avec Rangers, tu vois. Après, Slavia, c'était collectivement, c'était bon. Slavia, c'est peut-être 4e du coup. Peut-être 4e. Derrière Rangers, moi, je dirais. Ah, mais moi, je mettrais. Tu mettrais pas Rangers devant les Rangers. Ah ouais? Allez, 5e. Okay. Je mets les Rangers 4, je mets le Slavia 3. Le Slavia était meilleur que les Rangers. Oui. Et puis je mets Rome 2 et puis Chelsea 1. Ouais, bon, Chelsea, il n'y a pas de débat. Avec leur effectif à 1,5 milliard. Là. Tous ceux qui ont joué 0 minutes en première ligue l'année passée, tu vois, Servette, ils sont tous titulaires indiscutables. Ah ouais, c'est clair. Non, mais tous ceux qui ont joué 0 minutes, ils valent l'ensemble de l'effectif Servette. C'est un transfert marque. Cole Palmer vaut tout l'effectif de Servette plus. x4. Ouais, il va 4, clairement. Plus le stade de Genève, si tu mets dans l'équation. Ah, c'est clair. Mais voilà. Shakhtar, gros club. Transition toute faite. Dernière rubrique de l'analyse. Le match retour contre ces mêmes Ukrainiens. Cette fois au stade de Genève. Avantage peut-être... avantage. Petit avantage pour Servette d'accueillir ce match. Vous le voyez comment, ce match retour? Je peux? Vas-y, je pense qu'on va être en opposition du coup. Intéressant. Moi, j'ai plus peur du Shakhtar chez nous que chez eux. Ah ouais? Ouais. Parce qu'ils sont pas chez eux. Ils jouent pas chez eux. C'est pas comme s'ils jouaient à domicile. Ils jouent pas vraiment à domicile. Ils sont pas à domicile. Mais nous, on est chez nous. Oui, mais nous, on est chez nous. On a pris la branlée contre Ouklach, on a pris la branlée contre Pilsen. Donc mais avec un autre contexte. Gouvernac. Certes. Gouvernac We Trust. Certes. Moi, moi, j'ai peur. En fait, je préfère... je pense que c'est un côté très juste de personnalité. Je préfère être pessimiste pour pas être trop déçu. Oui. C'est très suisse aussi de faire ça, mais je préfère être pessimiste et juste en ayant vu le match aller, je vois pas en fait pourquoi le match retour serait différent juste parce qu'on joue chez nous. Enfin, je sais pas. On a déjà joué chez nous, même si on est chez nous, on s'est déjà pris des tollés. Enfin, c'est pas. Oui, bien sûr. Quelque chose, mais je pense que ça peut jouer dans le sens où si le match il avance et que ça va pas dans le sens de Shakhtar. Totalement. Ça oui. Plus ça va avancer, plus ils seront pas confiants. Et on a vu un Shakhtar qui défensivement n'est pas serein non plus. Ça c'est vrai. Non, c'est vrai. Et contrairement je suis pas confiant, c'est pas le mot. Non, ça mais je me dis que c'est pas vraiment. Ça me permet d'y croire. Tu vois, la différence entre Utrecht et Pilsen, c'était c'était physiquement très fort. Et du coup, fallait les déménager, hein. C'est genre pour ressortir un résultat. Et puis, dès qu'ils ont eu l'avantage du jeu avec un but, c'est très vite déroulé. Même si pour moi, Pilsen, on aurait dû les passer. Ouais. Utrecht, le truc, c'était collectivement, les contre-attaques, ça allait vite et c'était trop fort. Trop fort. Ils ont fait une mauvaise première mi-temps. Ouais. C'était la première mi-temps au Stade de Genève. C'est tout. Et après, les 3 autres mi-temps, ils étaient au-dessus. Ouais. Techniquement. En fait, j'aime pas discuter avec vous parce qu'après, ça va me donner de l'espoir. J'ai pas envie. Et Shakhtar, le truc, c'est que tu vois que. Mais moi, je vois qu'il y a des failles dans le jeu du Shakhtar. Voilà, c'est ça qui me fait espérer.
Ils ont des failles et même. C'est pas comme si, certes, ils nous ont beaucoup dominés, mais c'est pas comme si genre on marque un but chanceux, après on n'a rien fait. Il y avait quand même des opportunités de potentiellement aller chercher un hold-up. Et puis tu vois qu'ils sont pas sereins aussi des fois. Quand ils commencent à rater, bah, ils sont frustrés. Comme tu dis, c'est 11 individualités qui veulent se prouver. Donc ils sont très vite frustrés s'ils commencent à rater. Et puis le truc qui peut aussi amener, c'est que, bah, au vu des derniers matchs qu'ils ont fait en Europe, c'est qu'ils peuvent s'emporter, concéder des cartons, cartons jaunes, cartons rouges. Il y en a pas mal qui se sont blessés aussi. Donc c'est pas une équipe qui est solide dans son Ils vont réussir à me faire espérer. Ils vont réussir. Mais ça sera très compliqué. Mais en vrai, j'ai de l'espoir aussi. Je dis, si je suis complètement 100% objectif, j'y crois. Et puis je pense que après, ça va être difficile. Ça va être vraiment très difficile. Et j'ai quand même peur juste qu'on touche pas le ballon. Ça peut arriver qu'on touche pas le ballon au match retour. Mais sur des contre-attaques, si on les gère mieux, on peut le faire. Et il y a un truc qui me fait être aussi optimiste, c'est qu'on a pu analyser aussi. Là, on a pu les analyser sur tout un match. Et je pense qu'il y a clairement, comme tu dis, des failles à aller exploiter. Qu'on aura pu analyser sur ce premier match. Après, moi, je pense qu'ils vont aussi arriver au match retour avec toute l'envie du monde de se qualifier. Parce qu'il faut pas... c'est quand même leur vitrine, l'Europe pour Shakhtar. C'est que s'ils jouent pas l'Europe, ces joueurs-là ne servent à rien parce qu'ils sont là pour se montrer au niveau de l'Europe. C'est des Brésiliens qui veulent être ensuite transférés. Et c'est pas en jouant que le championnat ukrainien, avec tout le respect qu'on a pour le championnat ukrainien, qui vont être recrutés par les grands clubs. Donc eux, ils vont donner tout pour jouer l'Europe, même si c'est que la conférence, parce qu'ils veulent se montrer. Mine de rien, je pense que dépend de ça, hein. Le Shakhtar en conférence, c'est clairement un outsider. Hein. Ah ouais, pour aller à la finale. Hein. Dépendant qui y a, ouais. J'ai pas regardé qui y avait en conférence de grands clubs. Je crois qu'il y a Crystal Palace où ils sont pas finalement. C'est une bonne ils question. Ont été reversés. Ils devaient faire l'Europa League et à cause de Textor justement, ils ont pris copropriété. Ils ont été redescendus en rebasculant en conférence. Et Nottingham, je pense aussi. Regardez ils étaient potentiellement en barrage avec nous, je crois. Non, ça a été. Bon, on va regarder ça. En tout cas, il y a Mayence, il y a Strasbourg. Alors, Ligue Conférence, ceux qui sont déjà qualifiés. Attendant, pendant que tu regardes ça, moi je vous fais un petit pronostic. Je vous demande un petit pronostic. Ah, c'est après les pronostics. On a une session pronostic. Il y a une session prono ? Oui. Je suis bien. Ça, ok, vas-y. Je me phase de ligue, bon, ça c'est ceux qui jouent le barrage, donc de l'Europa. Malmö qui redescend par exemple. Peut avoir des clubs comme Pana. Comme le Pana, ouais, il peut avoir Genk qui peut jouer. Tu rentres Genk et Shakhtar. Braga. Genk peut aller plus loin quand même. Ouais. Le PAOK peut-être. Après, il y en a pas qui sont directement qualifiés déjà. Si, en dessous. Pardon. Ah non. Encore. Non, là c'est premier tour. Non, attends. Mais... Premier tour. Peut-être comme deuxième tour, troisième tour, barrage. Je sais qu'il y avait la Lazio au bout d'un moment dans les barrages, je crois. Potentiel. Ici. Ouais, voilà. À la voie principale. Ah, mais ils passent aussi par des barrages, ils jouent. En Crystal Palace, ils sont directs parce qu'ils ont gagné la Coupe d'Angleterre. Fiorentina. Ah, oui, il y a la Fiorentina, c'est vrai. Rayo Vallecano, Strasbourg, Mayence. Ouais, je pense qu'il y a la Fio qui est dans les favoris. Attention à ce Cluj. Hein. Cluj, je crois qu'au match aller, je sais plus contre qui ils ont joué. Ils ont fait un match aller de barrage hier, ils ont perdu 7-2. Ah ouais ? Je vais aller vérifier ça. Mais après, c'est peut-être 5-0. Après, tu décuples tous les matchs là. Ça se trouve, c'était juste 2-1 qui sont perdus. Ouais, après, si Shakhtar passe, du coup, pour revenir à ce je sais pas si vous avez vu le match de Servette hier, mais il y a eu 3-3. Ils ont perdu 7-2 contre Aachen. C'est un bon accent suédois. Ah, mais ça veut dire que vraiment, Lugano, ils sont forés parce que. Ah oui, ils ont perdu contre Cluj. C'est contre Cluj qu'ils ont perdu. C'est très très sombre ce qui arrive à Lugano. Ouais. Ça, c'est une émission entière qu'il faut dire. Ouais, vraiment. Du coup, si Shakhtar passe, c'est clairement des outsiders. Ouais. Si on parle du COEF suisse très vite. Stylé. Stylé ce qui s'est passé hier soir. Oui. Ouais. Hier soir, mais de la campagne. Non. De l'ensemble de la campagne, on a quand même Lugano qui... Servette, on aurait dû s'assurer au moins en passant le premier tour. Ça potentiellement, on est assuré d'avoir au moins IB ou Bâle. Ouais. Ça, c'est tout ce qu'on est sûr pour l'instant. Je suis très surpris que Lausanne ait fait match nul.
Ouais, mais je sais Après, pas c'est si la la base match en plus, retour, Ouais, Ouais, match mais retour, ça va être très compliqué. pas si Clairement, match parce que encore terrain plus synthétique, etc. compliqué pour eux que pour nous. Bah, moi, mon avis sur Bâle, typiquement, c'est que J'espère qu'ils la joueront qualif, pas, la qualif Ligue des Champions, à elle seule, ça donne 4 points au coefficient divisé par 5. Parce qu'on est à 5 clubs, donc ça fait 0,75, je crois. Donc ça ferait 0,75, ce qui est énorme. Donc, soit tu prends le pari que Bâle se qualifie en Ligue des Champions, on prend 0,75 points pour le coef suisse, mais après fait probablement 0 points en phase de IB Ligue, l'année comme passée. IB. Ou alors, ils sont renversés, mais il faut qu'ils aillent faire 4 points en Europa League, c'est pas si simple que ça. Hein. Ouais, mais Ouais. Pour l'instant, on a fait combien de points? moi, au choix sur le coef, je préférais quand même que pour Bâle, qui passe pas et qui joue l'Europa League, et sur les 8 matchs, il y a quand même 2-3 trucs à aller chercher d'assez sympathiques, Ouais. que qui passe et qui fasse rien comme IB après aussi. Mais t'étais bien là. Mais en vrai, va Ouais, sur. mais je voulais voir les détails de par club. Je sais Ah, pas s'il y a quelque part. Alors, On peut par le faire club, par je sais club, pas. mais c'est juste la section par club alors. Ok. Si tu veux, tu peux le faire sur le site de l'UEFA. Ah ouais? Tu fais un contrôle F après Ah ok. sur les Ouais, clubs. mais je reviens sur là où j'étais. Et du coup, 1,6 points on a Après, fait t'as le cette classement saison. par club, Et si si tu Bâle se descends. qualifie en Ligue des Champions, ça fait direct Blabla. 0,75 de plus. Voilà. C'est énorme. Hein. Là, je peux Là, filtrer tu par fais des pays. contrôles, Ah ouais. aussi. Ok, parfait. Pas très radiophonique, mais ce qu'on est en train de faire. Mais ok, cette saison, pour l'instant, 25-26. il y a Lugano qui nous a rapporté 2 Ils points. prennent pas un point en coef s'ils font match nul. Si un match nul, t'as des points en coef, non? On a fait 0 points pour l'instant. Non, on a clairement pas fait 0 points. Et Bâle non Bah plus. non, on a Et gagné IB un non match. plus. Il est C'est pas pas à jour. mis à- Ouais, mais même, on avait gagné à Pizzone. Mais de toute façon, tu fais un match nul, tu rapportes des points en coef aussi. Hein. Certes limité, mais t'en rapportes quand même. Ouais, Oui, parce que la saison passée, on fait 2,5 alors on gagne contre Chelsea, T'en fais deux, mais on fait match nul contre Braga. Oui. Et sinon, les Après, deux on autres matchs, perd. on perd. Ouais. Donc C'est pas 2,5, genre ça. c'est la victoire, elle est à. Ça dépend à chaque fois du nombre de clubs, justement. Ah, ok. Ouais, c'est ça, c'est divisé C'est par le divisé nombre par de le clubs. nombre de clubs. Mais là, c'est pas à jour en tout cas. Ouais, là, c'est pas un jour. Aussi Là, bien. c'est pas un jour parce que Lugano qui a fait des points alors qu'ils ont perdu. Je pense qu'ils ont fait que les clubs qui sont déjà sortis. Ça va être ça. Ah, Ça ouais. peut être ça. C'est pas un classement en live, c'est un Non. classement. Ça Parce que peut nous, on être peut ça. mettre plus de points du coup si on gagne le prochain match. C'est très vrai. Ah, c'est peut-être ça. Bon, les gens voient pas hein, ce qu'on est en train de faire. Je peux Ah peut-être oui, faire là c'est un à jour. coupure Ouais, là, Oui, d'écran, c'est c'est à à jour. 0,5 pour balle. Comme ça, les gens voient ce qu'on fait quand même. Ouais. Hop, voilà. Balle 0,5 pour le match nul. IB1 Voilà. avec la Ça, vous victoire. voyez ce qu'on fait. Oh, Lausanne 3-5 quand même sur OKF. Quoi? Ouais, Lausanne Ouais, parce qu'ils ont fait 3-5. que de la Conference League et ils ont Et puis quasiment ils ont tout tout- gagné. ouais. Ils ont Astana à double victoire. C'est écrit ce qu'ils ont fait là comme point. Ils ont gagné 1,2 million. Ah, c'est intéressant de savoir nous combien on a gagné. 1 million de participation. Et nous, C'est on est à intéressant, ça. 1,5 commence et on a aussi, gagné 1 million Pardon. 275 000. C'est pas mal. Parce qu'on a juste participé, c'est tout. Non, parce qu'on a, je pense que t'as les primes de Ouais, victoire. t'as les même, primes de ça. victoire. Ah non, c'est écrit là. Participation 3 fois 175 000 plus élimination 75 000. Tu gagnes de l'argent en étant éliminé. Bah, Bien joué, vous avez perdu. C'est marrant, il n'y avait pas ça autour d'un micro-buvette. Bien essayé. on a bien, ouais, mais il faut dire à Microbuvette là de mettre des petites primes. Vous aurez Sur- gagné plus que nous du coup. Bah, Sorti là, plus tôt. Qu'est-ce qu'on aura gagné de l'argent? On a le même coefficient que l'année dernière, du coup. Ouais. On a gagné 1,5. les mêmes points. Et Bâle à 0,5 avec son match nul. IB 1 Lugano, on les voit même. et Lugano 1,5. Ouais, pour l'instant. Du coup, il y a Autant un que nous pour l'instant. Il y a un site qui est faux, du coup, parce qu'avant, c'était 2,0 Lugano. Ah ouais. Il y en a des qui est faux. Bah, L'UFA, je pense pas qu'ils en font. Je pense pas que l'UEFA est faux aussi. Ouais, je pense pas, effectivement. Mais ce qui est intéressant aussi, et ce qui est important, c'est plus tu fais des points sur ta saison, plus après ton coefficient club, du coup, est important, et c'est comme ça que tu es Oui, tête de série. Oui. Ouais. Et On nous, est- on on est essaie. loin des têtes de série, non? Pas tant que ça. Ah ouais? Pas tant que, notamment en barrage de conférence, on était à genre 0,5 points Hmm. d'être tête de série. Mais après, on prend le C'est ça coef qui est aussi embêtant. des clubs qui nous ont éliminés. De ceux qu'on élimine. Ah, de ceux qu'on élimine. Ok, je non, pensais on prend que. pas, non, ce serait trop facile. Ah bah. Non, on garde notre coefficient de con. Hein. Tu vois, justement, genre, si on avait fait si on fait une phase de Ah groupe, là, les points qu'on peut prendre Mais oui. déjà. Juste, tu grattes une victoire Mais par oui. là, un match nul, et ça Mais fait oui. que l'année d'après, t'es tête de Tête série. de série. Ah, le prize money, il est en ligue, il est tellement, tu gagnes tellement d'argent. Ouais. Surtout que. Je crois que c'est 3. J'avais vu que Europa League et Ouais, 3 et 15. Europa League et Conference League, c'était pas grand chose. Parce que- Justement, le gap avec la Ligue des Champions. Ligue des Champions, t'as à 15. Pour et regarder les deux IB, autres, t'es en hein. dessous de 5. IB, ils ont gagné combien l'année passée?
L'année passée, ils ont. Non, C'est que cette année. Attends, encore. c'est cette année, Ouais, ça c'est Current Season. Pardon. Avec un bel accent. Ah non, mais j'ai mis. 24-25, Ah, tu peux le mettre. pardon. Ouais. 24, 25. Ils ont gagné beaucoup trop, parce qu'ils ont un point. 8. 8 points au Et KF. puis 16, 25 quand même. Lugano. Lugano. Il n'y a pas Dis-toi le. que Saint-Gall a ramené autant de points au KF l'année passée. Regardez que comment IB. elle- Et regarde combien a gagné Saint-Gall et même combien a gagné Lugano par rapport à IB. Et là, la Quoi, le différence FC est Zurich. Regardez comment est écrit Zurich. C'est ça. Ah, c'est Zurich. Le Zurich. FC Zurich. Hein. 1, 2, Je me 3. demandais, on n'a pas un FC Zurich. C'est un club de Liechtenstein. Ah, pour une fois que c'était pas Vaduz. T'arrives à voir, voilà, si tu cliques sur Young Boys, combien ils ont gagné d'argent en étant Ouais, c'est ça que je voulais voir. 15. Bah, mais ça ça, va c'est- juste 15 parce qu'ils ont pas fait de Ouais, points après, je on crois. peut pas Ah, savoir. c'est cette saison. Dommage. Ah, dommage. Il n'y a pas Dommage. un prize money de l'année passée. Ouais, non, on peut pas regarder. Descends, et dommage, c'est quoi mais en je dessous crois des drapeaux là Club Money. J'arrive pas à Ranking. descendre. Ah, tu peux pas descendre. On peut mettre en portugais. si. Allez. Translated by Genre. Joe. Voilà. Dommage. Je sais Bon, que du ce coup- faire c'est 15 millions quand tu fais la phase de Ligue en Ligue des Champions. Et Ouais. après, peut-être, ouais, même Lugano, je pense qu'ils sont même pas à 10. Hein. Mais il y a un Ils ont fait gars un parcours assez intéressant en de Conference la League. RTS quand ils commentaient le match de balle là, ils ont dit que Ah bah, on peut voir le c'était une distribué. double confrontation à 36 millions contre Copenhague. Regardez, c'est Est-ce que le prize money de Il a la Ligue augmenté des Champions a... Ouais, ce serait pas étonnant. Ça m'étonnerait pas que ça ait augmenté pour la Ligue des Champions et pour les autres, ça a descendu. ça, c'est le prize money par 2 club. milliards 458 millions c'est tous les pour clubs, la hein. Ligue des Champions. Ouais. Ouais, mais regarde le gap. Europa League 565. Voilà, si tu participes à la phase de groupe, Non. c'est divisé par tous les clubs, hein. Ok, il y a Je crois. Hein. combien de clubs? Il y en a 36 du coup. Si tu divises 670 par 36, Ouais, ça fait 18 millions. 18 Ouais, millions on pour le la met dans les participation, eaux-là, pas je mal. pense. Ça, Après, c'est on peut si faire pour tu les gagnes un match 914 divisé par Oh waouh. 36. Juste de gagner un match? Ouais, Oh, wow. 25 millions la victoire. pas mal. Hein. C'est possible. Quoi? Je pense que c'est possible, oui. Putain. Quelle Bon, honte. ça va, IB aurait gagné plus au moins après. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, ouais, c'est par rapport à ton KF. Quand tu te fais sortir Ah, ok. sur le KF, tu gagnes plus. Après, je pense que si on descend, ça va être plus marrant. Si on descend Europa League déjà. qualif Ouais, Europa après, League. il y a selon ta position. Ah, ouais, position. Tu gagnes 9 millions en tant que premier. Si t'es 36e comme avait fini IB, Oh, ça va, c'est pas beaucoup. 275 millions. Pas mal. Mais tu vois, c'est quasiment le double déjà, rien que le fait de passer à la 35e position. Et puis t'as un bonus selon la position de 1 à 8, tu gagnes 2 millions. Oh, De ouais, 9 à ouais. 16, 1 million. C'est Ouais, on tellement connaît d'argent, plein de c'est trucs. abusé. Et Ah, pour voilà, l'Europa Europa League, 155 millions, on va rigoler. 155 Divisé millions par divisé par 36. 36, 4 millions. 4 millions. Tu vois. 4 fois moins. Ouais, bah c'est on met sur la Ligue des Champions hein, tout le temps. Ouais. Et une victoire, c'est que 450 000. Alors que de l'autre Ça côté, va. c'est 24 millions? Non, mais je crois qu'il y a Non, un. c'était je crois qu'il y a un- remonte. Ah non, là c'est On 200. avait divisé ça, ouais. Ah, Mais je sais pas ce que ça veut dire, performance relative. ah C'est ouais, d'abord. non, c'est pas pour un Non, match. c'est pas pour Ouais, un je pense match. pas. Je pense que c'est leur budget de Ouais, toutes les victoires. ouais, c'est ça, je pense. Et ils divisent selon ce qu'ils peuvent. Regardons dans la les clubs. conférence League, combien Conference League, si on se qualifie, du coup, 114. on Bon, déjà 114. Merde. divisé par 36. Non, non, il y a 32. 32, ouais. 32, il y a Deux en 32. conférence League. 3,5 millions. Il n'y a pas beaucoup de différence avec Non, l'Europa c'est League. ce qui hein. me semblait justement. Et si on finit. Je me dis, en temps, nous, idéalement, de toute façon, je pense que la compétition qui aurait été idéale pour nous, ça aurait été la Conférence League dans tous les cas. Oui. Parce que c'est là où on aurait pu aller le plus loin après par la suite. Oui. Et je Puis- pensais que, moi, par rapport à la gestion des gardiens, je me disais, si tu faisais jouer fric en championnat et mal la compétition européenne, tu avais une répartition des matchs qui était plus ou moins équitable. Ouais. Mais comme ils ont déjà tranché, Oui. cet argument ne fonctionne pas trop. Ouais. Mais si on veut aller loin, à mon avis, c'est juste la Conférence League. On a une chance de réellement aller loin et on l'a vu. Ouais. Avec Lugano, Bâle, avant qu'ils ne fassent pas du tout l'Europe, qui avait fait la demi-finale aussi. Ouais, il n'y a pas C'est beaucoup vraiment de prize money si tu arrives jusqu'en. Tu vois Ouais, Il n'y a c'est que vrai 200 c'est 000 pas pour le beaucoup. Club 800 000 si tu vas en 16e. Après, ça devient intéressant à partir Après, les des points quarts. du COEF aussi que tu prends aussi. Ouais. Si tu prends en considération après les fois d'après, si t'es tête de série, Ouais, tu c'est prends ça. une vieille équipe en Moldavie au lieu Ouais, tu peux te d'un- faire un 10 millions, quoi, je pense, Ouais. au total de toute la campagne européenne. Ce qui est pas Je mal. pense hein. surtout tu prends en considération après les points pour le COEF et tu deviens tête de série. Même après, t'es tête de série sur un barrage d'Europa League, t'es déjà beaucoup mieux.
Ça t'évite de se prendre un Shakhtar pour Ouais, la bon, Ce qui Chelsea. m'énerve, c'est que je regarde après les autres oui. confrontations en Europe, en Conference League. Tu vois, genre 2 clubs, j'ai jamais entendu parler Ouais. d'aucun des Et deux clubs. forcément un Et va t'en as aller. un des ouais. deux qui va aller, t'es là, waouh, mais ça y est, on s'est fait avoir quand même. Parce que nous, on est dans l'autre truc là. Il y a deux parcours. Ouais, t'as les phases. Voie de la Ligue et voie des champions. Nous, on n'est pas dans la voie des champions. on Ouais, est c'est dans ça. la voie de la Et Ligue. la voie des champions, bah, du coup, champions, t'as des c'est- champions de clubs de pays improbables. quoi. Champion de Moldavie. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on va passer à la section prono. Allez. Messieurs, match retour face au Shakhtar. Est-ce que vous allez vous mouiller en termes de pronostic, de score et, si possible, les buteurs? 2-1 pour Servette. Ah, 2-1 sur les pour 90 Servette. minutes. 90 minutes, ouais. Ok. Sur 90 minutes, ouverture du score du Shakhtar à la 15e minute de Pedrinho. Parce qu'il y en a 2 dans l'équipe, donc il y a plus de chances. D'un Brésilien, voilà, j'ai 8 chances sur 11 de le passer. Égalisation de Stevanovic à la 44e minute. Ok. Et but de la victoire à la 82e de Samuel Braz. Ok, pas mal. Facile. Moi, je pense que ça va être un partout à nouveau. Et à mon avis, on craque en prolongation. Aïe, 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 aïe. Moi, je vois un partout aussi. Mais je pense que ça va signer en péno. Et pourquoi pas, un jour, les pénaux vont aller dans notre sens. Sauf la finale de coupe. Hein. Ouais. Mais pour une fois, j'espère. Donc, voilà. Et le buteur... Allez, Braz. On reste sur les acquis. Ok, bah merci messieurs d'avoir participé à cette... Oui, J'ai une autre question de pronostic. vas-y. Le nombre de spectateurs au retour. Oh, intéressant. Ouh, c'est vrai qu'on n'a pas... Alors j'ai vu que la billetterie pour l'instant c'est pas encore emballé. Après moi je... Si elle s'est pas encore emballée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont acheté. Ouais. Aussi. je pense que ça sera autour de peut-être 18 000. Ce serait bien. J'allais dire dans ces eaux-là Ouais. aussi. Entre 15 et 20. Ouais. Moi j'espère un peu plus quand même. Ouais, j'espère qu'on J'espère passe, 20 000, quoi. j'espère qu'on passe la barre Je des pense 20. que c'est l'affiche qui est un peu chiante en termes d'affiche parce que Shakhtar, ceux qui suivent pas trop, ils voient pas spécialement comme une grosse équipe, Ouais. alors que c'est une grosse équipe et il y a quand même un gros niveau. Ouais. Je pense que si on a 18 000 dans ces eaux-là, je pense qu'on peut déjà être satisfait. Je suis assez d'accord. Ouais. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à toi de Merci l'invitation. à nos téléspectateurs, enfin nos viewers du coup sur YouTube ou nos auditeurs sur Spotify d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, ça nous fait toujours plaisir. Nous on lit vos commentaires à chaque fois. Et on vous remercie de nous suivre de jour en jour. N'hésitez pas à vous abonner, très important. Et voilà, et surtout, mot de la fin, on dit toujours un petit allez Servette pour finir. Allez, ça Allez, va. ciao, Allez, ciao, allez Servette. Servette. Ciao.